tous et bienvenue pour ce 176e numéro d'Hors-Jeu Capital, le podcast qui débriefe l'actualité du PSG et aussi ses matchs, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, bien évidemment. Intéresser, je sais pas, c'est peut-être un bien grand mot. C'est le match entre le Paris Saint-Germain et Troyes. Comme la semaine dernière, match nul, 2-2 avec un but de Marquinhos sur une très belle passe de Di Maria et un penalty de Neymar et une égalisation troyenne qui fait suite à deux erreurs parisiennes, une de Nuno Mendes et une faute de Presnel Kimpembe qui va apporter un penalty transformé d'une superbe Panenka. Il a osé, le Troyen. Et donc 2-2 comme la semaine dernière face à Strasbourg, le PSG s'est vu revenir au score. Alors, je vais vous présenter mes deux acolytes du jour. Et oui, aujourd'hui, c'est une équipe restreinte. Plus personne ne veut commenter le PSG. Nous sommes les 3 derniers survivants. Tout d'abord, Nicolas Puravos. Salut Nico, comment ça va? Salut Mousse, salut tout le monde. Bah écoute, ça va. Toujours fidèle au poste. Ouais, on n'est pas encore en vacances comme d'autres. Bientôt. Ouais. Bientôt. Moi, je reviens du Rwanda, là, c'était génial. Et je pars à Doha dans 4 jours. Fin de saison, vraiment génial. Alors, comment tu as trouvé le comportement de Ramos? Il était comment? Il était bien physiquement au Rwanda ou pas? Écoute, avec Draxler, ils se sont bien marrés, ouais. Non, bah écoute, on a trouvé l'utilité de certains joueurs déjà, tu vois. Draxler, on savait pas trop à quoi il servait. Bah maintenant, on a compris, les guides touristiques. Donc, déjà, on a réussi à le recaser. Et puis, bah du coup, Ramos, non, il jouait trop. Tu vois, il jouait trop, Ramos. Donc, du coup, on l'a envoyé un peu au Rwanda. Oui. Et puis maintenant, du coup, il faut qu'il se repose forcément, parce qu'avec le décalage horaire, l'inconfort de l'avion, donc il n'a pas joué hier, du coup, parce qu'il n'aurait pas fallu prendre de risques, donc c'était utile. Il y a un match important contre Metz quand même, faut pas déconner. En 2 semaines, il a le temps de récupérer là. Le troisième acolyte du jour, c'est le fidèle au poste, jamais blessé, toujours titulaire, c'est Yacine Amned. Salut coach Yacine. Salut à tous. Comment ça va, Yass? T'étais au parc hier soir, hein, toujours en tribune presse, toujours pour Paris United. T'as passé une soirée fantastique, formidable. Ouais, tu t'es bien amusé, surtout la conférence de presse de Pochettino, c'est toujours un régal. En fait, moi, je sais pas, je dois être fou parce qu'en fait, je suis le seul à espérer toujours. Je me dis, bon, est-ce que finalement aujourd'hui, finalement, c'est dans la lignée les matchs. Est-ce que la conférence de presse, on va enfin avoir quelque chose? Finalement, on n'a toujours rien. Donc voilà. 2 petits messages avant. Alors, le premier, c'est pour Mousse, parce que j'ai reçu quelques messages de Twittos qui m'ont dit. Pour Mousse, moi, tu veux dire alors? Ah ouais, de te féliciter pour la victoire de Nantes, parce qu'apparemment, dès que tu es arrivé à Nantes décroche enfin un trophée, donc on m'a dit qu'il fallait te féliciter, parce qu'apparemment, c'est grâce à toi. Oui, Yacine, je murmure à l'oreille d'Antoine, c'est normal. D'ailleurs, ça permet de préciser que moi, je suis content pour Antoine Comboiré. Évidemment, aussi. Moi aussi. Et la deuxième chose, c'est par rapport au match. T'as dit que plus personne voulait commenter le PSG, mais je crois que plus personne veut venir voir parce que hier, si on avait vu les photos où ça avait été filmé en gros plan, il y avait énormément de sièges vides. Ouais. Mais on l'a vu à la télé un peu hier soir. On l'a vu, c'était un peu clairsemé par-ci par-là. Avec les couleurs des sièges, tu fais un peu moins attention. Mais quand tu regardais bien, il y avait beaucoup de sièges vides. Autour du parc, c'était très calme. Il y avait de la place pour se garer, c'est pour te dire, quand ceux qui connaissent le parc. Ah oui, quand il y a de la place ça sent la fin de saison. Hein. Donc, et d'ailleurs, Yacine, notre camarade Clément Perniard, qui a fait un tweet et qui nous l'a aussi dit sur le groupe WhatsApp, qu'à un moment donné, il avait lâché le match et qu'il a suivi le Grand Prix de Miami sur son téléphone et il disait qu'autour de lui, il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça et donc qui se désintéressaient du match, mais de plus normal. Il se désintéresse du match, mais déjà, il y en a plein qui viennent même plus, quoi. Voilà, non, c'est vrai. D'ailleurs, Nico lui-même avait 2 écrans, mais il était plus rivé sur Miami que sur Paris. Ouais. Ben moi, j'ai séché le parc hier. Hein. J'avais une place et j'ai gentiment décliné. Et ouais, j'ai regardé le Grand Prix, moi. J'ai regardé jusqu'à 9h30 le match. Après, j'ai regardé le Grand Prix. Puis je me suis refait un peu le match du coup ce matin pour savoir de quoi on allait parler. Enfin bon, ça servait à rien de regarder en fait. Mais je l'ai quand même fait. Oui, t'aurais tout aussi bien fait le podcast sans avoir vu ou même juste avec un résumé d'ailleurs. C'était largement suffisant. Hein. Tellement c'était encore une fois insipide et nul, parce que je crois qu'il y a pas d'autre mot. On va rentrer quand même dans le vif du sujet. La première chose, messieurs, c'est encore les choix curieux de Pochettino, qui avait installé une défense à 3 avec Ramos, Kimpembe, Marquinhos lors des 3 dernières rencontres. Donc on s'est dit ça y est, peut-être qu'il installe quelque chose, peut-être en vue de la saison prochaine, même si lui normalement
ne devrait pas continuer au sein du Paris Saint-Germain. Et en fait, il a complètement changé encore de système. Je sais plus si c'était un 4-4-2, un 4-3-3. Vous me direz ce que vous avez vu, messieurs. Mais c'est vrai qu'on est revenu avec une défense à 4 pour pouvoir intégrer Angel Di Maria et avoir une attaque avec 4 joueurs offensifs, Mbappé, Neymar, Messi et Di Maria. Première question, Nico, est-ce que ça t'a surpris? Est-ce que ce coach peut encore nous surprendre finalement? Je le disais, il passe d'une défense à 3 lors des 3 dernières rencontres à 4, il change un peu le système et finalement ça n'a pas fonctionné plus que ça, Nicolas. Bah oui, il nous surprend. Il nous surprend encore parce que à chaque fois on commence à espérer et puis finalement il arrive à revenir en arrière sans aucune raison. La défense à 3, effectivement, il commence à l'installer pendant 3 matchs. On se dit bon bah il va aller jusqu'au bout de la saison avec et puis finalement il la remet en cause. Mais alors c'est même pas la défense qui remet en cause, c'est juste qu'il a voulu faire jouer Di Maria parce que il faut offrir les minutes de jeu à Di Maria parce que c'est son jubilé là encore quand il y avait 2 matchs de jubilé. Donc du coup, il a fallu absolument faire jouer Di Maria. Et puis si tu fais jouer Di Maria, ça veut dire qu'il faut sortir quelqu'un. Donc il va pas sortir un des 3 de devant parce que c'est pas possible et on touche pas à ça. Donc du coup, il a sorti un défenseur. Et puis il a choisi celui sur lequel il pouvait plus facilement trouver des excuses, à savoir Ramos. On l'a dit déjà, ce qui revenait d'un stage commando au Rwanda pour parfaire sa condition physique. Et donc voilà, donc il n'y a aucune cohérence au niveau des choix d'équipe. Encore une fois, voilà. Il aligne un peu qui il veut, quand il veut, sans aucune continuité. Et puis il se fout bien de la gueule du monde avec les jeunes qui nous agitent en carotte depuis des semaines et des semaines en nous disant que la fin de saison serait propice à les voir jouer. Résultat des courses hier. En tribune, on a bien vu jouer Michu et Simons, mais sur leur téléphone portable. Je ne sais pas quoi ils jouaient, mais en tout cas pas au foot. Et puis remercions-le d'avoir fait rentrer le jeune. Je ne sais même pas qui fait rentrer à la dernière minute. Maël Garbi. Ah, c'est Garbi qui fait rentrer à la 89e. Donc voilà, donc effectivement, il a offert du temps de jeu aux jeunes hier. Merci à lui, c'était encore formidable. Belle composition d'équipe et qui a en plus eu des effets, exactement les effets qu'on espérait. Un grand match du PSG hier. Donc écoute, la soirée commençait bien et elle s'est poursuivie dans la même lignée. Donc au moins de ce côté-là, c'était cohérent. Yacine, est-ce que le petit voyage au Rwanda de Ramos peut expliquer, étant donné qu'il était absent lors de l'entraînement pour préparer ce match, est-ce que ça peut simplement expliquer le fait qu'il ne joue pas? Oui et non, parce que Navas était aussi au Rwanda, il a protégé les buts du Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant parce que les 3 derniers matchs, il avait mis quelque chose en place. Aujourd'hui, il revient à un truc beaucoup plus classique, ce qu'il faisait d'habitude. Quoique, il avait rarement mis ces derniers temps 4 attaquants. Comment tu l'expliques? C'est vraiment c'est la fin de saison, on essaye de faire plaisir à Di Maria, on le laisse pas sur le banc ou c'est quoi tes explications, toi, Yass? Moi, je pense qu'il y a plein de choses. La première, c'est que je pense réellement qu'il se fout du club. Mais pour de vrai, ça veut dire que au début, on l'interprétait comme ça, etc. Peut-être des fois un peu ironiquement. Je pense vraiment qu'il se fout du club. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, c'était pour offrir du temps de jeu à Di Maria parce qu'il va quitter le club. Et que finalement, on se rend compte que la défense à 3, c'est aussi parce que Di Maria n'était pas là. Peut-être qu'on aurait eu Di Maria avant s'il était disponible, parce que je rappelle quand même que Di Maria a été blessé, qu'il est parti en sélection, qu'il a joué et qu'il est revenu blessé. Donc, en fait, Di Maria, il est en sélection argentine, plus qu'au PSG. Donc, du coup, en fait, il n'était pas disponible de toute façon. Là, il est revenu, il est disponible, il fallait lui offrir du temps de jeu. Sur le système, moi, j'ai vu un 4-2-3, que Paris a joué à 10. Étant donné que Messi, alors lui il est plus dans le foutage de gueule, lui il est au-delà. Non, mais il est au-delà. C'est-à-dire qu'il a enfin bref, voilà. Les jeunes, évidemment, il est revenu sur soi-disant son explication. Il a bien dit que les mots étaient importants, que il n'a pas dit qu'il allait leur offrir du temps de jeu. Il a dit qu'il allait essayer de leur offrir du temps de jeu. Oui, c'est comme ça qu'il s'est justifié hier en conférence de presse lorsqu'on lui a dit finalement les jeunes, et il a répondu: j'ai jamais dit que j'allais leur donner des minutes, j'ai dit qu'on allait essayer de donner des minutes, puis ensuite il a parlé des autres joueurs, etc. Donc essayer, ça veut dire quoi? C'est lui qui fait la compo ou c'est pas lui? Parce que je sais pas, moi je comprends pas déjà. Si moi je suis coach, j'essaye pas, je vais offrir du temps de jeu ou je vais pas en offrir, mais je vais pas essayer. Donc déjà c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'apparemment, donc, c'est plus important de donner quelques minutes à Di Maria ou un match à Di Maria plutôt qu'un jeune, alors que Di Maria va partir, que Di Maria s'est foutu de la gueule du monde à peu près toute la saison.
C'est plus important de laisser Messi 90 minutes. Voilà. Donc, en fait, tu n'essayes rien du tout. Tu te fous de la gueule du monde depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. D'ailleurs, Yacine, c'était un Messi plutôt incertain 48 heures avant la rencontre, parce qu'on disait qu'il avait peut-être un petit souci. Puis finalement, il s'est retrouvé dans le groupe. On s'est dit peut-être qu'il allait être remplaçant, parce qu'on n'allait pas prendre de risques. Enfin, prendre de risques, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que la saison, elle est finie. Et puis finalement, comme tu le dis, il l'a mis quand même titulaire, et puis il a ajouté Di Maria cette attaque. Il avait des douleurs aux côtes, mais comme il va pas trop au contact, de toute façon, il risquait pas d'aggraver sa douleur. Voilà, mais en fait, je pense qu'il y a... Moi, je vais l'interpréter comme ça restera mon interprétation. Moi, je pense qu'il fait la politique de la terre brûlée. Voilà. Il veut foutre la merde avant de partir, parce qu'il sait que c'est fini. En tout cas, ça reprend le chemin. Après, dans ce club, on peut jurer de rien. Moi, je peux vous affirmer à 99,9% qu'il ne sera plus entraîneur la saison prochaine. Le problème de ce club, c'est les 0,1%. Moi, tant qu'il n'y a pas trop... Arrête de me faire rire parce que une petite parenthèse, hein, j'ai encore un peu les séquelles du Covid. Je suis là parce que il faut assurer le truc, mais voilà, évite de me faire rire quand même parce que voilà. Vas-y, fini. Donc en fait, le truc c'est que donc il fait la politique de la terre brûlée parce que les jeunes en faisant ça, il sait très bien qu'il les dégoûte. Voilà. Maintenant, je reviens juste quand même sur une chose. Il a dit une phrase importante hier. C'est l'effectif n'est pas construit pour donner du temps de jeu aux jeunes. Et ça, on l'a dit nous aussi. Oui. Mais en gros, ça veut dire, lui, qu'on confirme l'algorithme. Bah, il y a des statuts, il y a des internationaux, qui soient performants ou pas, ils passent devant les jeunes. Voilà, c'est comme ça qu'il le justifie, puisqu'il dit l'effectif. En fait, il explique qu'il y a beaucoup trop de joueurs professionnels affirmés pour pouvoir donner du temps de jeu aux jeunes, et que pour lui, dans sa logique, lorsqu'il doit faire des changements, il va privilégier des Gay, des Paredes, des Herrera. Et quand il parle de professionnalisme, je suis désolé, mais quand il dit on doit être professionnel jusqu'au bout, moi, quand je vois sa compo, quand je vois son coaching, quand je vois l'attitude des joueurs, moi, je vois pas il est où le côté professionnel. Voilà. Nicolas, pour continuer sur le match en lui-même, on a encore vu hier que Paris a pris encore 2 buts. La semaine dernière, il avait pris 3. On avait déjà fait contre la 19e attaque de Ligue 1. Oui, tu fais bien de le préciser, contre la 19e équipe. Alors, sauf que hier, c'est vrai, même si ça avait été un peu le cas déjà contre Strasbourg, c'est surtout des erreurs des joueurs parisiens. Nico, on a eu le premier but troyen sur une passe en retrait mal ajustée de Nuno Mendes. Et puis ensuite, une faute de Presnel Kimpembe, dont on avait déjà parlé lors du podcast précédent. Il y a toujours ce problème aussi, malgré tout, même s'il n'y a plus d'enjeu, on l'a déjà répété, c'est quasiment les vacances, mais tout de même, Nicolas, cette équipe, elle prend beaucoup de buts encore. Oui, mais ça reste du foot. Quand tu as des mecs qui courent face à des mecs qui courent pas, quand tu as des mecs qui vont au duel quand d'autres n'y vont pas, bah forcément, ça nivelle. Moi, ce qui m'énerve dans ce qu'on voit, et encore hier, c'est qu'une fin de saison comme ça, t'es censé jouer tu joues sans pression. D'un autre côté, ils ont joué sans pression depuis le mois d'août, donc pour certains, mais t'as encore moins de pression parce que la saison est finie, ils sont en vacances et ils trouvent même pas le moyen de s'amuser sur le terrain, tu vois. Ils produisent de la bouillie de football, c'est nul, il y a rien. Alors il faut courir un minimum. Alors effectivement, les buts, c'est 2 grosses erreurs individuelles qui effectivement te plombent. Mais même au-delà de ça, je trouve qu'il y a un comportement d'équipe qui est juste déplorable et qui te donne pas envie. Après, moi, je vous l'avais dit après Madrid, que la saison était terminée. Ouais. Moi, ça m'intéressait plus et qu'on allait avoir une fin de saison atroce. On s'en doutait un peu, mais c'est encore pire que ce qu'on imaginait parce qu'il y a même pas, je te dis, ce côté on va quand même essayer de s'amuser et puis de prendre du plaisir. Tu sens que les mecs, en fait, ils en ont, même ça, ils sont pas capables de le faire, quoi. Donc, c'est un long chemin de croix. Ça va être ponctué par des matchs comme ça. Ils sont capables d'aller perdre à Montpellier, qui est encore plus en vacances que le PSG, ce qui serait quand même assez exceptionnel. Et puis, ils sont même capables, dernière journée de Ligue 1, de se faire surprendre par Metz, parce que Metz joue encore sa peau. Donc, même la dernière journée. Metz qui a battu Lyon, on le rappelle, ce week-end, 3 buts à 2. Ouais. C'est ça. C'est le seul petit rayon de soleil du week-end, c'est de se dire que ça pourrait être pire, on pourrait être lyonnais. Donc, tu vois, c'est le côté positif. Au moins, on n'est pas lyonnais, nous. Mais non, c'est une saison. C'est une fin de saison épouvantable et en fait tout ressort, quoi. Tu vois, les erreurs comme ça individuelles, elles sont vraiment vilaines.
Et quelque part, c'est la conséquence aussi de. On s'est caché tous depuis longtemps sur les individualités, sur les exploits de chacun, qui masquaient un petit peu l'absence de collectif dans cette équipe. Et bah là, effectivement, depuis que le titre est acquis, l'absence de collectif, fallait pas imaginer qu'il allait arriver par magie. Hein. T'es nul, c'est comme ça. Hein. Ça aura été une saison de mauvais du début à la fin. Mais en plus de ça, avec le relâchement, t'as le côté, t'as les erreurs individuelles qui se multiplient. Et puis du coup, tu te rends compte qu'à l'arrivée, il y a pas grand chose du coup à tirer de positif de ce genre de match, quoi. Non, c'est clair. D'ailleurs, sur le match, il y a eu 2 faits de jeu sur lesquels vous vouliez revenir. Il y a eu le premier fait de jeu, il y a eu l'égalisation le but du 3-2 pardon, qui a été refusé. Mais vous vouliez revenir dessus parce qu'en fait alors c'était sur une faute d'Mbappé, hein, une poussette dans le dos. C'est pour ça que le but a été refusé. Sauf que c'est la VAR qui prévient l'arbitre, et quand l'arbitre se dirige vers l'écran, la VAR ne fonctionne pas. Et normalement, dans ce cas-là, si l'arbitre ne peut, parce que lui avait validé le but, hein, on est d'accord, messieurs. Oui. Donc dans ces cas-là, normalement, s'il peut pas vérifier les images, il doit rester sur la première décision, c'est-à-dire il doit valider le but. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a aussi un deuxième fait de jeu, peut-être un peu moins visible ou voyant, je ne sais pas, c'est la faute que subit Achraf Hakimi dans la surface par le gardien troyen, et qui n'a même pas été ni checké ni vérifié. Vous me direz si pour vous il y avait faute ou pas. Donc ça aurait peut-être pu permettre aussi au PSG de l'emporter 4-2. Un mot là-dessus, Yacine, peut-être sur la VAR, et puis après Nicolas, tu donneras aussi ton avis. Je vais laisser la VAR à Nico parce que c'était son truc, mais Ouais. sur Hakimi, pour moi il y a faute. Maintenant, ça aurait pas changé le reste parce qu'encore une fois, on analyse le contenu et oui, ils auraient peut-être gagné, mais ça aurait pas changé. Je parle uniquement de la victoire, Yacine. Oui, bien sûr, c'est pour ça, ouais, c'est pour ça. Ça aurait fait une victoire, mais ça aurait rien changé au contenu. Maintenant, ce qui est encore une fois étrange, c'est, on comprend rien, quoi. On comprend rien parce que finalement, à quoi sert la VAR? Quand est-ce qu'elle intervient? Est-ce qu'elle est leader sur la chose? Est-ce que c'est l'arbitre qui décide? Enfin voilà, il y a des choses qui sont quand même voilà. Et même si l'histoire de dire ouais, le PSG sont déjà champions, ils n'ont pas besoin d'un penalty, là aussi, les arbitres, ils sont là pour arbitrer, ils sont pas là pour dire ah ouais, mais alors là le PSG sont champions, bon vas-y, c'est pas grave, on passe à autre chose, ils n'ont pas besoin d'un penalty, c'est pas leur travail. Donc il y a plein de choses qui sont dérangeantes dans les attitudes des arbitres, dans l'interprétation ou dans l'utilisation des objets technologiques, des règles. Voilà, moi je le répète souvent, moi ce qui me dérange chez les arbitres, c'est pas leurs erreurs, parce que tout le monde fait des erreurs. C'est plutôt de dire par exemple, une grosse faute au bout de 25 secondes, je peux pas mettre de carton parce qu'on est au bout de 25 secondes. Mais en fait, on s'en fout. Est-ce que la faute mérite carton ou pas? C'est ton travail, ça. Est-ce que je siffle penalty à 0-0 ou à 3-0? Bon, à 3-0, je siffle plus penalty. Bah si, s'il y a faute, tu siffles penalty. Enfin voilà, c'est plein de trucs comme ça. Il n'y a pas d'histoire de moment. Il y a des règles. T'interprètes, hein, mais il y a des règles. S'il y a faute, il y a faute. Voilà. Et si tu dois aller checker l'histoire du penalty de Hakimi, que tu acceptes ou pas, on s'en fout. Va checker, tu prends ta décision, puis voilà, on passe à autre chose. Mais à un moment donné, ça peut pas être là, oui, là, non, là, enfin voilà, c'est ça. Sur la faute d'Hakimi, Yacine, moi j'ai vu les images, l'arbitre désigne tout de suite le point du 6 mètres, enfin ouais, parce que je pense le 6 mètres pour le gardien, et on a l'impression que à la VAR, personne lui parle à l'oreille non plus. Hein. Voilà, parce que je pense qu'il ne voit pas le bras du Troyen qui attrape Hakimi. Donc voilà, qu'est-ce que je te dis, c'est à l'image de l'arbitrage français, hein, de toute façon. Oui, comme toutes les critiques qu'a eu Madame Frappard lors de la finale de Coupe de France. Nicolas, toi, tu voulais revenir plutôt sur le but refusé de Neymar pour une faute d'Mbappé. Ouais, je vais quand même dire un mot là sur Hakimi. En fait, il faut que les gens ils comprennent bien le système du VAR. L'arbitre décide qu'il n'y a pas pénalty sur la faute sur Hakimi. Alors qu'il y a double faute. Hein. Il y a faute du joueur de champ et après il y a Moulin qui découpe. Ouais. Bref, mais bon. Donc l'arbitre estime qu'il n'y a pas faute. Il n'a pas à aller vérifier les images à partir du moment où le VAR ne lui dit pas on pense que tu t'es trompé. Donc ça veut dire qu'en fait, Turpin, c'était hier Turpin qui était devant l'écran. Bizarre. Donc, Turpin, voilà. Donc hier, Turpin lui dit bah écoute, nous on a regardé, on est d'accord avec toi, a priori il n'y a pas faute, donc on continue. Voilà, l'arbitre ne peut pas dire j'ai un doute, je vais vérifier. Il faut que le VAR en fait n'ait pas le même avis que lui pour qu'il y ait une vérification des images de la part de l'arbitre. Et ça, les gens ils comprennent pas souvent. D'ailleurs, il n'y a pas que les joueurs d'ailleurs. Hein. Les dirigeants aussi qui se plaignent tout le temps. Mais pourquoi l'arbitre ne va pas vérifier? L'arbitre ne va pas vérifier si le VAR est du même avis que lui. Voilà, tout simplement. Après, effectivement, le truc hier, alors, bon, le penalty, on parle de l'arbitre parce qu'en fait, sur le match, rien à dire. Hein, voilà. On n'est pas en train de pleurnicher pour dire méchant.
méchant arbitre qui donne pas de pénalty au PSG. Je vous rassure, on s'en fout. Hein. Ça change rien. Ça nous fait causer. Au moins, c'est plus intéressant de parler d'arbitrage que du jeu du PSG. Donc, ce qui s'est passé par contre hier sur le but refusé à Neymar, là pour le coup, c'est un vrai scandale du VAR, dans le sens où effectivement, faute d'Mbappé sur l'action. Franchement, je pense qu'il y a faute, personnellement. Le but est accordé par l'arbitre, qui donc lui estime qu'il n'y a pas faute de Mbappé. Le VAR l'interpelle en disant écoute, nous on pense qu'il y a faute, ce qui est là pour le coup tout à fait normal. Et l'arbitre qui va vérifier les images, sauf que voilà, c'était un adjoint de Pochettino qui devait gérer les images, j'imagine, puisque ça marchait pas, comme d'habitude. Et donc du coup, impossibilité de voir les images pour l'arbitre. Et donc l'arbitre, effectivement, dans ce cas-là, on entend très bien, d'ailleurs, à la télé, il dit je te fais confiance. Et donc il part annuler le but. Et donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est Turpin qui a arbitré cette action. Et là, pour le coup, il y a un vrai problème, parce que imaginez que si ça se reproduit sur un match à enjeu, imaginez la dernière journée entre Rennes et Marseille, qui joue la Ligue des Champions, et tu as l'arbitre de champ qui prend une décision, l'arbitre du VAR qui n'est pas d'accord, qui dit tu t'es trompé, sauf que impossibilité de le vérifier, et que du coup l'arbitre de champ dit je te fais confiance, c'est toi le VAR qui a raison, ça pose quand même des gros problèmes. Et ça, quelque part, c'est pareil, les gens ne comprennent pas que ce soit un scandale, mais on l'avait vécu, je vous rappelle, en 2006, avec le coup de tête de Zidane. C'est la même chose. Le coup de tête de Zidane, il est réel, ça mérite carton rouge, sauf que personne sur le terrain n'a vu la faute, il n'y a pas d'arbitre. Voilà. Et sauf que le quatrième arbitre voit ça sur une image de contrôle, interpelle l'arbitre de champ, j'ai vu, effectivement, il y a un coup de tête, sauf qu'il n'a pas le droit de le faire. Et donc, c'est un arbitrage qui n'est pas dans le règlement. Et hier, c'est ce qui se passe. Hein. L'arbitrage, hier, il n'est pas prévu comme ça. C'est pas l'arbitre du VAR qui doit avoir le dernier mot. Donc, alors, encore une fois, ça n'a aucune conséquence et ça nous fait rigoler aujourd'hui parce qu'on s'en fout. Mais ça pourrait ouvrir des jurisprudences très inquiétantes. Ça veut dire qu'en gros, aujourd'hui, c'est l'arbitre du VAR qui a le dernier mot, qui décide de déjuger son arbitre central et qui prend donc la décision finale. Je rappelle que c'est quand même hier, l'arbitre, c'était monsieur. Est-ce que tu ne penses pas, Nicolas, que sur un match à enjeu, justement, il n'y aurait peut-être pas eu ce genre de décision parce que Paris est champion, il y a quand même un enjeu pour 3, il me semble, non? Ou même pas, ils sont plus. Fallait qu'ils prennent temps, ouais. Donc, mais en gros, on a peut-être préféré pénaliser Paris parce qu'ils sont champions, pour eux, ça ne changeait rien, même s'ils perdaient le match, comme tu l'as dit. Alors peut-être qu'avec un match à enjeu des deux côtés, peut-être que l'arbitre aurait peut-être agi différemment. Je suis pas sûr. Non, il n'a pas l'air convaincu. Ah non, je suis pas convaincu du tout. Ah non, je suis pas du tout convaincu. Non, c'est vrai que cette saison, particulièrement, il y a eu beaucoup de problèmes de VAR cette saison, c'est vrai. Non, mais encore une fois, qu'ils appellent ça, j'arriverai pas. C'est Brizard. Ouais, Brizard. Je l'appelle Briscard tout le temps, lui. Toi, c'est Brizard. Qu'ils appellent Brizard devant l'écran, c'est tout à fait logique. Honnêtement, pour moi, il y a faute de Mbappé. Mais derrière, ça marche pas, quoi. Et donc, le VAR doit dire écoute, désolé, on peut pas te fournir les images. Retourne sur le champ et puis reste sur ton idée première. Sauf que là, Turpin dit moi, je pense qu'il y a faute, donc refuse le but. C'est un problème que l'arbitre du VAR soit l'arbitre qui prenne les décisions, je pense. Mais bon, on verra si ça se reproduit dans l'avenir. Si ça pouvait se reproduire avec Lyon et Jean-Michel Aulas, je m'en réjouis à l'avance. Marseille aussi, ça serait bien qu'ils n'atteignent pas la deuxième place. Je compte sur nos amis rennais pour faire le job, pour essayer quand même de les embêter un petit peu. C'est la Bretagne solidaire, ça. C'est ça, exactement. Ouais. Mais je suis pas d'accord avec toi, Moussma. Moi, je suis à fond pour l'OM ces 2 dernières journées. Oui, parce que toi, tu veux te marrer, toi, c'est pour ça. Je veux revoir l'OM en Ligue des Champions, bien sûr. Ouais. Je comprends pas que tu ne veuilles pas revivre ce genre de soirée. Ça m'étonne de toi. Parce qu'on peut tout aussi bien se foutre de leur gueule en Ligue Europa. C'est bien moins drôle. C'est moins drôle. Une défaite face à Karabakh, tu vois, ce genre de club, c'est toujours plaisant pour nous, tu vois. Encore deux, trois choses sur le match. T'en as parlé, on en a parlé ironiquement en début de podcast. C'est encore l'attitude le match de Léo Messi qui a traversé ce match pareil. Bon, il a mis quelques barres transversales, quelques poteaux hier, mais en dehors de ça, voilà, quoi, il a pas fait grand chose. Neymar, pareil. Neymar, peut-être même encore un peu plus agaçant. Toujours des problèmes de comportement. Il surréagit à des fautes, etc. Est-ce qu'il est nécessaire de débriefer le match de Neymar et Messi, toi qui étais au parc et qui avais une vie d'ensemble? Non, mais moi, je pense que Neymar, je vais faire court parce que le problème, c'est que moi, c'est ce que j'ai répété 1000 fois, mais dès qu'il y a quelqu'un qui vient un peu le provoquer, t'as l'impression d'être dans une cité. C'est-à-dire que le mec, il se fait des 1 contre 1, il est là, il essaye de mettre. Voilà, c'est pas sérieux, quoi. Alors après, encore une fois, il n'y a pas d'enjeu, donc
t'en fous, mais c'est pas Pourtant, ça. il était plutôt bien revenu, là, Ouais, ce pour ça. premier match, était plutôt Ouais. pas mal. Et puis Ouais. hier, on l'a senti retomber un peu Ouais. dans ses travers. Après, c'est pas pour le défendre du tout, hein. Moi, je m'en fous encore une fois, mais franchement, il prend quand même des coups. Ah oui, Euh, oui. il y a des fautes. Les arbitres sont quand même très gentils quand c'est Neymar. Sur les adversaires, je parle. Parce qu'il y a quand même des coups par derrière, etc. Ça mérite plus que juste une faute. Mais tu Mais sais, est-ce que son c'est pas à attitude, cause de son attitude, Yacine, ouais, de son attitude mais tu vois, envers les arbitres et envers les c'est vrai. adversaires qui fait que finalement, maintenant, on laisse jouer et voilà, on estime que c'est plus de la comédie qu'une faute, quoi. C'est vrai, mais ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure sur l'arbitrage. C'est-à-dire qu'en fait, ton travail d'arbitre, c'est pas de dire, ah, le mec, il m'énerve, je siffle pas. Bien sûr, bien sûr. Voilà, s'il y a faute, il y a faute. À un moment donné, tu es là pour faire respecter les règles du jeu. Donc, voilà, et il y a toujours cette explication, l'attitude qui énerve, donc on siffle pas. Donc, voilà, bref. C'est dommage. Pour Messi, franchement, c'est scandaleux. Honnêtement, c'est scandaleux. Son attitude, elle est scandaleuse. Mais au-delà de son attitude de marcher, de s'en foutre et tout, je vous jure, il faut regarder ses prises de balles, ses conduites de balles. Non, mais là, on est en train de toucher un summum de nullité. À un moment donné, en deuxième mi-temps, il fait une conduite de balle. On aurait dit un joueur de district et il met une frappe intérieure du pied de U8. La balle, elle avance même pas. Mais non, mais j'avoue, moi j'étais énervé, mais j'ai eu un peu de peine de me dire, mais quand même, mais là, t'as touché le fond, quoi. Non, mais là, c'est juste plus possible. Mais tu peux pas le sortir en plus. C'est-à-dire que le mec, il fait 90 minutes. Et il y a quand même des gens qui vont dire, ah, mais il a tiré sur la barre, il a failli. Non, mais des Mais fois, j'ai envie est-ce que finalement, c'est pas lui que le PSG aurait dû envoyer au Rwanda, Nico? si c'est le fait que ça jouait pas derrière. Ouais, non, mais Messi, quelque part, il symbolise assez bien cette équipe, je trouve, des mecs qui en ont un peu rien à foutre. Mais alors lui, effectivement, il est au summum du jeu en footisme, ça se sent. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que ça fait bientôt un an que c'est comme ça, quoi. Alors c'est vrai, comme tu le dis, Yacine, on se cache derrière des presque buts, puisque Messi est en tête du classement des presque buts. Je crois qu'il en est à 10 barres et poteaux. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, et tu te dis quelque part que si les 10 barres ou poteaux, ça avait été transformé en 10 buts, c'est-à-dire que, je sais pas, il a marqué quoi, 4-5 buts cette saison en Ligue 1? Ouais, je crois qu'il a. Ouais, il a 4, ouais. 13 passes D et 5 buts, 6 buts, je crois, un truc comme ça. Ouais, D'accord, allez, on va dire 6 pour le glorifier un peu, mais je crois que c'est 5, effectivement. ouais. Donc, tu vois, la même saison avec 15 buts, on nous dirait que c'est magnifique, première saison d'adaptation, grand Messi, 15 buts, 13 passes décisives, mais en fait, c'est effectivement l'attitude, voilà, l'attitude, l'implication dans cette équipe, l'envie de faire des choses. Tu sens qu'en fait, c'est le mec qui fait juste le boulot, quoi. Tu sens, Alors, voilà, c'est 4 buts en Ligue 1. ah, tu vois, on a été un petit peu trop 4 buts. Ouais, on était très optimiste. C'est moins que Danilo, du coup, non? Ouais, je crois, ouais. C'est moins que Marquinhos, qui a ça, c'est 5 sûr. buts, il me semble. Donc non, mais voilà, au-delà des chiffres, c'est voilà, comme le dit très bien Yacine, il y a une attitude qui est, voilà, moi je peux plus voir ce genre d'attitude. Et c'est pas parce que c'est Messi, hein, mais voilà, on voit plus de joueurs comme ça sur un terrain aujourd'hui. Regardez un match de Liverpool, regardez un match de City, regardez un match du Real. Voilà, il y a des mecs qui se dépouillent sur le terrain, il y a des mecs qui sont là pour faire un bloc. Et quand tu as un mec comme Messi, c'est voilà, l'image que ça renvoie, c'est terrible. Et puis et ça correspond tellement aussi à ce PSG de cette année qui respecte rien dans l'attitude, dans le jeu, dans les fondamentaux que voilà, aujourd'hui c'est lui qui cristallise pas mal les critiques, plus que Neymar. Moi aujourd'hui, enfin Neymar, vous le savez que je suis pas son plus grand fan, mais Neymar, malgré tous les défauts qu'il peut afficher dans des matchs, au moins tu peux pas lui enlever la volonté de courir, d'essayer des dribbles, de chercher quelques passes. Mais si, Ouais, de pas se cacher, quoi. voilà, mais si bon, il touche le ballon, mieux il est, quoi. Et puis quand il le touche, c'est tout pour ma gueule, quoi. Et puis alors, vous avez vu hier, il commence à décaler côté droit quand même, hein. Mais quand c'est Di Maria, par contre. Quand c'est Hakimi, non. Quand c'est Hakimi, il peut pas. Là, c'est dans son contrat, hein. Ah, c'est une question de nationalité, c'est vrai. Voilà. Mais non, bien sûr que Messi est un problème et que les gens s'habituent à ce qu'ils voient en ce moment, parce que jusqu'à la Coupe du Monde, ça va être ça puissance peut-être même 5 ou 6, hein. Ça va être de pire en pire jusqu'au mois de novembre, hein, parce qu'il va pas falloir se blesser. Donc C'est ça qui est effrayant, Nico, parce qu'on se dit qu'effectivement, sans doute, les uns et les autres vont se préserver pour atteindre cette Coupe du Monde en bonne santé. Mais ce qui fait encore plus peur, c'est l'après. C'est-à-dire que, par exemple, pour un joueur comme Léo Messi et même pour Neymar,
on sait que leur dernier gros objectif pour leur carrière, ça concerne même pas leur club, ça concerne leur équipe nationale. Ça veut dire quid de l'après Coupe du Monde? Qu'est-ce qui Non, va en se fait, passer? C'est ça qui est effrayant, en fait, tu vois. il est en train de nous dire qu'il faut avoir peur avant, mais il faut avoir peur après aussi. En fait, il Ah oui, faut avoir peur tout court. Non, mais Quoi. on la connaît déjà la saison prochaine. On va avoir une équipe du PSG qui va gérer ses efforts Avant. de début août jusqu'à fin octobre. Ensuite, ils vont tous partir à la Coupe du Monde. Ceux qui auront eu la chance de gagner la Coupe du Monde, bah, ils vont être euphoriques pendant les 6 mois suivants, et donc ils vont marcher sur l'eau. Et tous les autres, ils vont être en dépression jusqu'à la Ligue des Champions. Et puis au mois de mars, où tu vas encore te faire éliminer, bah, on va encore se repartir sur 4 mois horribles. Donc on la connaît déjà la saison. Il y a la qualif en Ligue des Champions de septembre à novembre. C'est pas anodin comme compétition. Il va falloir aller terminer premier du groupe ou second du groupe, et puis il faudra avoir le tirage, etc. C'est pas anodin. Hein. Après, là, tu es champion, tu redeviens tête de série et tout. Bon, à moins d'avoir la poisse de déjà le groupe. Oui, c'est vrai. Donc, et Marquinhos, c'est bien 5 buts. Ouais, c'est ça. Ouais, Marquinhos, c'était bien 5 buts. Bah, justement, pour parler de Marquinhos, tu fais la transition, Yas. Sur le match, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est plutôt la réaction, que ce soit du coach ou des joueurs à la fin du match. Et toi, tu as noté, Yacine, deux réactions différentes, on va dire. Pourtant, des partenaires de longue date, celle de Marquinhos et celle de Verratti. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'ils ont dit et pourquoi ça t'a surpris deux déclarations aussi différentes les unes des autres? Ouais, ça m'a surpris parce que je trouve que depuis plusieurs semaines, les joueurs semblaient être un peu sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire qu'il y avait l'histoire avec les supporters, l'histoire qu'il fallait pas s'arrêter à Madrid. On a eu Donnarumma, on a eu Mbappé, on a eu Marquinhos à l'époque, on a eu Verratti aussi. On a eu même Neymar qui a dit on a fait une bonne saison, etc. Et puis hier, il y a quand même un truc un peu bizarre, c'est que déjà il y a Marquinhos qui vient expliquer qu'ils sont champions, qu'il faut faire le job, qu'ils essayent de prendre du plaisir, de gagner pour être tranquille, mais qu'en gros, il attend les vacances. Quoi. En gros, ils ont du mal à trouver la motivation. C'est un peu Voilà. ça, en fait. Voilà. Bon, ok, pourquoi pas. Je comprends, moi, la fin de saison, etc. Mais est-ce que c'est pas le moment, justement, puisqu'il y a plus rien à jouer, de te faire plaisir, de jouer au foot, quoi. Enfin, je sais pas, c'est quand même un métier exceptionnel. Vous aimez le football à la base, ben, jouez au foot, quoi. Faites-vous plaisir. Donc déjà, il n'y a pas ça. On a l'impression que, bon, faut y aller, quoi. Faut être sur le terrain, tu vas à la mine. Et ça rejoint aussi cette histoire des jeunes. Écoute, Marquinhos, à un moment donné, si tu es un peu honnête, tu n'as pas envie de jouer, t'en as marre. Voilà, tu as le droit. Hein. Moi, je ne critique pas les joueurs là-dessus. Je sais qu'une saison, c'est long, mentalement, etc., qu'il y a des déceptions, que lui, il y a eu la déception de Madrid, avec son match, avec l'élimination, les critiques, les supporters, il a eu un enfant, etc. Mais pourquoi tu dis pas, écoute, coach, moi, c'est bon, la saison stop. Voilà, fais jouer les jeunes. Te prends pas la tête. Voilà, mais c'est pas grave. Ça permet aux jeunes d'avoir du temps de jeu. Ça te permet à toi d'être honnête plutôt qu'aller à la mine, d'être sur le terrain et d'être presque obligé, on te force, t'as pas le choix. Quoi. Voilà, déjà. Le capitaine, Yacine, tu sais très bien que ça, Non, c'est des choses qui mais n'arriveront jamais. Je sais. Il ne faut pas avoir ce discours-là. Mais voilà, mais justement, si tu as ce discours-là après, tiens-le en privé. Et puis voilà. Tu sais, c'est facile hein, de dire à Marquinhos, il a ressenti une petite gêne aux adducteurs. On ne va pas aller chercher, vérifier s'il a vraiment une gêne aux adducteurs. Toi, tu penses que Marquinhos, c'est vraiment ce qu'il pense? C'est-à-dire que lui, jouer les 3 derniers matchs, ça ne l'intéresse pas plus que ça? Moi, je ne crois pas lui. Moi, je pense que c'est son ressenti global. C'est peut-être pas lui qui le repense. Mais en gros, il dit, bon, ben voilà, il faut qu'on le fasse. Quoi. On fait ce qu'on peut, surtout. Et d'ailleurs, ça rejoint aussi les conférences de presse de Pochettino quand il dit faut respecter le championnat. Alors moi, je vais être très clair là-dessus. Il n'y a aucun respect à avoir pour le championnat. L'histoire de fausser le championnat, il y a des équipes qui ont 36 journées pour prendre des points. Venez pas nous expliquer que si le PSG met une équipe bis contre 3 et que 3 se sauve grâce à ça, c'est de la faute du PSG. On a strictement rien à foutre. Chacun fait son championnat, tu prends tes points. Pas à peine de compter sur l'autre à la dernière journée sous prétexte que voilà, bah, c'est le calendrier. Tu les as joués à la 23e, ils jouent encore quelque chose. Tu t'es pris l'équipe type motivée. Bah ouais, quand c'est la 38e, eh ben, tu prends les jeunes. Et encore, c'est même pas sûr qu'ils fassent moins. Mais la différence justement avec Verratti, c'est que Verratti, lui, t'explique que on joue toute l'année avec la pression, qu'il y a eu une cassure après Madrid, déjà il le reconnaît. Et c'est nouveau ça quand même, parce que tout le monde t'expliquait qu'il n'y avait pas de cassure,
c'est un match, machin et tout. Lui, il reconnaît qu'il y a une cassure. Donc, c'est déjà une évolution. Et surtout, il te dit, bah, maintenant qu'on n'a plus de pression, on devrait jouer en équipe, se faire plaisir, parce que finalement, on n'a jamais le temps de se faire plaisir. Le titre, il est acquis, on devrait se faire plaisir. Et ben moi, je trouve qu'il y a quelque chose quand même qui est différent, et ça rejoint ce que je disais hier sur Verratti, à savoir que Duparc, peut-être que je me trompe, mais Duparc, pour moi, c'était celui. Alors, il y a Danilo qui est un mec sérieux. Voilà, lui, il fait son truc et tout. Encore une fois, on peut toujours critiquer. Au moins, lui, il est sérieux. On va dire que footballistiquement parlant, c'est pas ta tasse de thé Danilo, mais tu reconnais malgré tout que c'est un joueur qui a su gagner sa place et qui a été sérieux tout au long de la saison. Et surtout, lui, il fait le taf jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il fait son taf. Il est sérieux, il défend, il attaque, il essaie de faire ce qu'il sait faire, mais au moins, il est dans le truc. Et il y a Verratti. Alors, effectivement, hier, il a eu des déchets. Mais bon, déjà, quand tu vois le manque de mouvement de devant, c'est compliqué de faire des passes qui arrivent. Mais il a toujours essayé de chercher à jouer vers l'avant, de créer des choses. Il est venu tacler, il est venu presser. Il a respecté le jeu. Et je pense que ça rejoint ce qu'il a dû ressentir. C'est-à-dire, en fait, je joue tout seul, quoi. Je cours et tout, je fais des pressings. Les mecs, ils en ont strictement rien à foutre. Et il n'y a même pas de plaisir dans cette équipe. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas capable d'offrir du plaisir à son public. Et on a beaucoup critiqué à l'époque, beaucoup de monde a critiqué Zlatan, la génération Zlatan. Mais moi, je me rappelle encore une fois que les fins de saison, même quand Paris était champion, ben, ça mettait des tartes justement à 3. 9-0 en fin de saison, en plein mois de mai. Voilà, et je me rappelle très bien que ce fameux match à 3, la première mi-temps, elle n'est pas terrible, et que Zlatan, il rentre au vestiaire et il n'est pas content. En gros, c'est pas parce que c'est la fin de saison que c'est quartier libre et que c'est n'importe quoi. Et à l'arrivée, ça fait 9-0. Ben ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Cette mentalité, elle n'existe plus. Voilà. Ils n'ont même ni envie de se faire plaisir, ni envie de faire plaisir au public, ni envie de se dire, bon, ben voilà, on va montrer, on est champion, on va mettre un festival. Parce que là, on parlait de Messi et Neymar tout à l'heure, mais le match d'Mbappé, attention, c'est du lourd aussi dans le n'importe quoi. Alors, il fait son accélération, il a un penalty, mais franchement, c'est du lourd dans le n'importe quoi. Bref, voilà, cette équipe, elle dégage plus rien du tout. Et pour terminer là-dessus, je trouve qu'elle n'a même pas envie de faire plaisir aux gens qui viennent au stade. Parce qu'il y a aussi ça, les Qataris, il n'y a pas de problème, hein, vous vendez un spectacle et tout. Mais en fait, là, vous ne vendez rien. Vous vendez juste des places à 200 balles où les gens viennent s'ennuyer. Donc, même ça, vous n'êtes pas capable d'aller offrir un peu de spectacle. Après, le touriste Yacine, je ne suis même pas sûr que lui, le jeu, tout ça, c'est important pour lui. Lui, il vient pour le cadre, pour voir des gris-gris et il a vu un poteau de Messi, une accélération d'Mbappé. Lui, il est content, hein, le touriste. Mais par contre, s'il y a 6-2, il sera peut-être un peu plus content aussi. Évidemment. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je vais donner la parole à Nico pour rebondir sur ce que disait Yacine, sur les déclarations des uns et des autres. Un Marquinhos plutôt résigné, Nicolas, qui parle de oui, c'est la fin de saison, on va essayer de se faire plaisir, et un Verratti peut-être plus terre à terre qui regrette justement, lui, qui parle aussi de plaisir, mais voilà, qui regrette que ce PSG-là, qui est quand même armé pour mettre des branlées à toutes les équipes de Ligue 1, bah, joue petit bras et attend tranquillement les vacances d'ici 3 semaines, Nico. Justement, là, je crois que tu te trompes, ça n'allait pas armer cette équipe justement pour mettre des branlées à tout le monde. Parce que, si, moi je te dis qu'elle est armée, elle ne le fait pas parce qu'elle ne court pas et qu'elle n'a pas envie. Mais si tous les joueurs jouaient ensemble, collectivement, couraient, défendaient, agressaient, etc., le 11 du PSG, honnêtement, il n'y a pas mieux en France. C'est là-dessus que je te dis ça, Nico. Donc elle n'est pas évidemment armée. Évidemment que là, en l'état, ils ne sont pas capables de le faire. Ça, donc on est d'accord. Donc c'est une équipe qui n'est pas armée pour ça parce qu'il n'y a pas la mentalité. Et que ça fait complètement partie du bagage d'une équipe et de joueurs. Le comparatif avec Zlatan, il est complètement juste. L'époque Zlatan, tu avais une équipe qui était armée effectivement pour mettre des branlées à tout le monde et qui en mettait. Voilà. Parce que les mecs, ils rentraient sur le terrain avec l'intention d'en coller. Je peux dire que l'époque de Zlatan, 3 qui revient de 2-0 à 2-2, je peux dire que le père Zlatan, le père Mota et tout ça, à la mi-temps où je sais quoi, il te pousse une gueulante et qu'en deuxième mi-temps, c'est un carnage. Sauf que là, il n'y a pas. Il n'y a pas parce que t'as une équipe de touristes. Aujourd'hui, tu leur demandes qu'est-ce qu'ils ont fait de la semaine. Ils ne vont même pas d'abord te dire qu'ils ont joué un match de foot. Ils vont te parler du barbecue qu'ils ont fait avec Pochettino jeudi. Ils vont te parler du Rwanda où c'était formidable. Ils ont vu des gorilles et des lions. Voilà. On a une équipe. On a l'équipe qu'on mérite avec ce public de toute façon. Hein. Et toi, hier, tu me disais le public, est-ce qu'il ne serait pas content? À un moment, Neymar, il fait 2 dribbles au milieu du terrain et ça se finit par une faute. Deux pauvres crochets que tu vois tous les jours quand tu vas voir les gamins jouer à côté de chez toi. Hein.
putain, le stade, mais la folie dans le stade, quoi. Je me suis dit, ils vont se lever, ils vont chanter l'hymne brésilien, limite. Voilà, les mecs, ils sont là pour ça. Les mecs, ils sont là pour voir Messi tirer sur la barre, ça les éclate. Ils aiment bien voir Neymar faire un petit pont, même si derrière, il ne se passe rien. Voilà, et ça, ça, on revient de toute façon sur ce qu'on dit depuis maintenant un an et demi, c'est que cette équipe-là, collectivement, elle dégage rien. Que les seuls frissons que cette équipe est capable d'apporter, c'est sur des exploits individuels. Et que quand ils sont en vacances, comme ils le sont depuis maintenant 2 mois, bah, il ne se passe pas rien sur le terrain. Voilà, c'est tout. Et moi, je te dis que cette équipe-là n'est pas armée pour mettre des branlées à tout le monde. Parce que mettre des branlées à tout le monde, ça veut dire de l'exigence, ça veut dire de l'envie, de la rigueur, ça veut dire des objectifs élevés. Et aujourd'hui, les mecs, j'en ai rien à foutre. Là, encore une fois, quand je dis elle est armée, ça veut dire que sur le papier, sur la tête, quand tu vois tous ces noms, normalement, il devrait. Pour le reste, sur le papier, cette équipe-là a gagné la Ligue des Champions cette année, Mousse. C'est vrai. Sur le papier, cette équipe-là, tu peux me dire tout ce que tu veux, elle est armée pour aller gagner une Ligue des Champions. Sauf qu'il y a des manques, il y a tellement de manques dans les mentales et dans le travail collectif qu'à l'arrivée, tu peux rien espérer d'une équipe d'ânes pareil. Ce sont des ânes, voilà, c'est une équipe d'ânes. Parce que gâcher autant une saison, franchement, moi, ça me rend dingue. Parce que cette saison-là, elle aura servi à rien. Bon, alors voilà, on a l'étoile sur le maillot, on a le 10e titre, c'est formidable. Il faut qu'on se rende compte de la chance qu'on a. Mon cul, ouais. Et cette année, c'est une année dégueulasse. C'est la pire depuis KFC. Il faut que les gens s'en rendent compte. On n'a jamais vu aussi peu de choses dans le jeu. En termes de résultats, ça a été nul. Le service minimum, c'était le titre de Ligue 1, ils l'ont fait. Et pour le reste, tout le reste a été bidon, du début à la fin. Et aujourd'hui, la perception des gens du PSG, tu as les touristes et puis les supporters qui n'ont aucune exigence, qui sont contents parce qu'ils viennent voir Neymar et parce qu'ils achètent leur maillot de Messi. Et puis tu as ceux qui connaissent un peu le foot ou qui aiment juste le foot tout simplement et puis qui ont conscience. Je suis pas sûr que les supporters de Lyon, de Nantes ou de tous les clubs qui avant regardaient le PSG parce qu'on voyait du beau football, je suis pas sûr que ces mecs-là aujourd'hui se coltinent encore les matchs du PSG, franchement. A priori, c'est terminé. Tu regardes plus. Quel est le plaisir à regarder le PSG, franchement, aujourd'hui? Non, c'est vrai que même moi, encore une fois, hier, ça a été très dur de suivre le match pendant 90 minutes. Franchement, voilà, il y a rien qui est proposé, on kiffe pas. Effectivement, là, dans le papier d'avant-match, Yacine, il parlait un peu des supporters et il a raison quand il dit qu'en fait, maintenant, les supporters, ils attendent le mercato, voir les changements qu'il y aura au club. Est-ce que Nuno Mendes va rester? Est-ce que Mbappé va rester? Est-ce que Léo va partir? Et en fait, plus personne regarde les matchs. Et même sur les réseaux, ce qui intéresse les supporters aujourd'hui, c'est pas du tout de parler du PSG et d'analyser ces matchs. Ce qui les intéresse, c'est de savoir, pareil, c'est que voilà, le mercato, qui va venir, qui va partir, qui on va acheter, est-ce que Pogba, Dembélé, etc. C'est triste, hein, mais voilà, on en est tous là, on est suspendus et on va justement faire la transition sur le dossier Mbappé, puisque tout dépend aussi. Oui, vas-y, Yacine. Je reprends la déclaration de Verratti parce que je trouve qu'il y a 2 mots importants. Ah, vas-y. Je pense qu'en parlant sincèrement, nous pouvions faire beaucoup mieux avec l'équipe qu'on a. Ce n'est pas seulement une question de décision ou de ne pas se rater, mais plutôt d'être encore mieux en tant qu'équipe. Il y aura des moments difficiles où nous pourrions être mieux. En étant bien dans ces matchs-là, nous pourrions prendre plus de plaisir. C'était une saison dure. Nous avons notamment gagné pas mal de matchs dans les dernières minutes. Cela prouvait que nous avions du caractère, que nous y croyions mais je pense que nous pouvions être mieux en tant qu'équipe, nous aider plus dans les moments difficiles. Et franchement, je trouve que sa déclaration, elle est importante parce que je trouve qu'il utilise beaucoup le mot équipe. Et quand il dit on aurait dû être une équipe dans les moments difficiles, il y a beaucoup de sous-entendus là-dessus quand il revient à Madrid, etc. Si tu fais le lien, je trouve vraiment que sa déclaration, elle passe un peu inaperçue là, parce que tout le monde s'en fout en fait de ce qui se passe. Mais moi, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes dans ce qu'il dit, parce que moi, je le prends comme quelqu'un qui a ressenti finalement, on n'est pas une équipe. Voilà, on n'est pas une équipe, mais désormais, je le dis. Est-ce que c'est pas lié à ce que tu disais avec Nico sur l'époque Ibrahimovic, parce que lui, il a connu cette équipe-là, oui. Il a joué dans un collectif, et il a pris du plaisir. Et souvent, quand on interroge tous les joueurs qui sont passés à cette époque, il y a cette notion de plaisir. Pastore en parle, Verratti, quand il parle du passé, il en parle. Matuidi aussi, souvent, il parle de ça. Il parle du plaisir qu'ils avaient de jouer en équipe, etc. Mota avait parlé du trio, comment ils s'organisaient, comment ils s'entendaient entre eux, etc. Exactement. Bien sûr. Exactement. Et c'est une époque aussi où l'équipe était stable, où il y avait un vrai 11 de départ. Il y avait des remplaçants qui faisaient aussi l'affaire lorsqu'ils rentraient lors des matchs. Donc effectivement, cette notion de plaisir, je pense qu'elle a disparu en 2016-2017 après le départ d'Ibrahimovic, parce que ça a été aussi le déclin de Thiago Motta. À partir de 2016, il n'a quasiment plus joué jusqu'à son départ. Je suis pas d'accord. Non, moi, je suis pas d'accord. Donne ton avis. Non, mais regarde,
Les 2 premières saisons de Neymar, les 6 premiers mois avant qu'il se blesse, t'as un PSG qui joue bien au ballon. La première année de Tourelle, t'as un Mais est-ce PSG. que le collectif il est aussi fort Mais que oui, la première partie regarde du la projet? première année de Tourelle. La première année de Tourelle jusqu'à Manchester, il y a la série de 14 ou 15 victoires en Ligue 1. Tu as une équipe qui joue bien collectivement et qui Oui, s'amuse. c'est Tu vrai. sens qu'il y a du plaisir sur le terrain. Moi, je trouve que Mais vraiment avant, il y a les 2 ans avec Unai Emery. Alors attention, avec Unai Emery, tout n'est pas raté. Hein. Il y a non, d'abord ça joue avec Unai Emery aussi. Il y a du plaisir sur le terrain. Ouais, bien sûr, c'est ce que je te Voir. disais. C'est pour ça que j'avais oublié cette. C'est vrai. Par contre, là, pour moi, la cassure, effectivement, moi, depuis l'été 2019, quand Tourelle a un petit peu, a beaucoup modifié son approche, qu'il a tout basé sur le résultat et non plus sur le jeu, parce qu'il a senti que bah voilà, après Manchester, il avait un peu chaud aux fesses. Et donc ça fait, bah toi, il y a eu la saison 2019-2020, ça fait 3 ans. Ça C'est fait vrai. 3 ans que ça joue quand même beaucoup moins bien, et ça fait surtout 18 mois avec Pochettino, où alors là on est arrivé au niveau zéro du plaisir. Et les joueurs n'en prennent pas du plaisir, ça se voit. Ce qui monte sur le terrain, c'est que, d'ailleurs Verratti le dit très bien hier, ils sortent des matchs énervés alors qu'ils devraient sortir de matchs avec quand même une notion de plaisir. Il y a zéro plaisir, mais c'est normal. Tu peux pas prendre du plaisir quand il n'y a pas un cadre collectif. Le football, c'est quoi? C'est des combinaisons, c'est des centres, c'est des 1-2, c'est une talonnade pour un mec dans la course. Enfin voilà, c'est jouer avec l'autre. La notion de plaisir, ça peut pas être que d'accélérer tout seul et de dribbler 3 mecs, tu vois. Ça peut pas être que ça le football. Or le PSG, le jeu du PSG aujourd'hui, c'est ça. Nuno Mendes, quand il fait son accélération hier, qui centre en retrait, je crois que c'est pour Messi qui frappe à Ouais. côté. Bon, bah, tu vois, c'est une action où, voilà, ça te donne quelque chose. Tu mets la même action avec Nuno Mendes qui part tout seul sur son côté, qui a personne à centrer et qui envoie une grosse minace dans les tribunes, bah, il n'y a pas de plaisir. Tu peux pas prendre du plaisir en jouant tout seul que sur des raids solitaires. Mbappé, hier, me dit pas qu'il prend du plaisir. Il est où le plaisir d'un match comme ça? Franchement, c'est pas possible. Donc, non, mais ça fait. Pour moi, je te dis, ça fait depuis l'été 2020 où on est vraiment sur une. L'été 2019, pardon. Depuis l'été 2019, on a vraiment basculé sur un côté. Voilà, il y a un collectif qui s'est effacé au profit des individualités. Et le problème, c'est que cet écart, ça creuse saison après saison, et c'est de pire en pire. Là, cette année, franchement, encore une fois, si quelqu'un un jour a le courage de se refaire les 40 ou 45 matchs du PSG cette saison, mais je te promets, il y a de quoi sauter par la fenêtre. Hein. C'est vraiment moche. Moi, personnellement, j'en vois qu'un seul capable, c'est Yacine. Même pas. Même Yacine, il n'est pas au mieux là. Non, mais c'est vrai que sur cette notion de plaisir, c'est vrai qu'elle a disparu depuis un bout de temps. Et peut-être quand je parlais de 2016-2017, c'était peut-être aussi en rapport avec le départ d'Ibrahimovic en 2016. C'est vrai qu'en termes de leader de vestiaire, leader d'équipe, depuis son départ, malheureusement, même s'il restait Thiago Motta, mais comme Thiago Motta était souvent blessé, qu'il ne jouait pas, je pense qu'aussi lui aussi, voilà, il pouvait pas faire grand-chose à cette époque-là. Donc voilà, il va vraiment falloir un gros ménage cet été et beaucoup de départs pour renouveler cette équipe parce que oui, la mentalité n'est pas bonne du tout. Et surtout, il va falloir recréer un collectif et aussi le plaisir de travailler en entraînement parce que je pense que ça aussi, il n'y a pas. Je pense que ça ne travaille pas à l'entraînement, il n'y a pas de plaisir aussi à l'entraînement et du coup, ça se ressent en match. Ouais, ils font des taureaux, t'abuses. Ah oui, mais voilà, mais Taureau, est-ce que c'est suffisant? Parce que là, encore, on voit, c'est ce qu'on donne pour les médias. Pour PSG TV, c'est suffisant en tout cas. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, ce qu'on voit, alors pour expliquer aux gens, il y a 15 minutes d'entraînement qui est ouvert aux médias. Alors évidemment, c'est jamais le vrai entraînement. On les voit faire des tours de terrain et faire des petits taureaux parce que ça fait des jolies images. Et surtout, on voit une équipe qui est souriante, donc c'est bien pour l'image du club. Et puis après, basta. On n'a pas vraiment d'image sur le réel entraînement. Juste pour finir sur l'entraînement, on peut nous faire croire tout ce qu'on veut. C'est une équipe qui n'a pas travaillé cette saison. Oui, alors, il y a plein d'excuses. Hein. Il y a les déplacements, les sélections, les blessures. On peut tout entendre. Mais pour proposer aussi peu collectivement, c'est une équipe qui ne travaille pas à l'entraînement. J'entends travailler dans le sens pour progresser. Évidemment qu'ils sont en salle, évidemment qu'ils font du foncier, évidemment qu'il y a le travail de base. Je ne dis pas ça. Mais il y a quand même des manques à l'entraînement. Et moi, j'aimerais vraiment avoir le contenu d'un mois de séance pour savoir ce qu'ils font concrètement, collectivement. Parce que pour proposer aussi peu au mois de mai, pour avoir un cadre collectif aussi faible, c'est qu'ils n'ont quand même pas foutu grand-chose. Ça ne peut pas être autrement. On peut nous faire dire tout ce qu'on veut. Bah, on connaît tous un petit peu le foot. Et moi, je vous le redis, moi, j'ai joué à un tout petit niveau de football. Je peux vous assurer que collectivement, on avait plus de base que cette équipe-là. Donc, c'est flippos quand même. Hein, parce que on parle d'un prétendant de la Ligue des Champions.
Et depuis 18 mois, je ne comprends pas ce que cette équipe a fait. C'est un mystère. Non, mais je ne peux que confirmer et voilà. Pardon, désolé, parce que j'étais en train de penser à la transition. Et finalement, faudrait qu'on parle du dossier Mbappé, parce que cette semaine, messieurs, encore beaucoup d'infos qui sont sorties dans la presse, et souvent contradictoires d'ailleurs. Le premier qui a tiré, c'est le Parisien. Alors, je ne sais plus si c'était vendredi ou jeudi, vous allez me dire, messieurs, ou samedi, je ne sais plus, je crois que c'était vendredi, hein, Vendredi, que ouais. l'article sort. Le Parisien annonce quasiment la prolongation de Kylian Mbappé avant de se manger une clim par la maman de Kylian Mbappé. Et évidemment, moi, je peux vous confirmer que les informations sorties dans le Parisien, je ne sais pas comment ils ont pu sortir ça, parce qu'il n'y a pas du tout d'accord qui a été donné ni au PSG ni à Madrid. Et il me semble, on va en reparler, qu'il y a un rendez-vous cette semaine à Madrid avec entre la famille Mbappé pardon, et le Real Madrid. Donc je le disais, messieurs, hein, grosse semaine, grosse actu autour d'Mbappé cette semaine, entre les informations du Parisien, les informations des RMC aussi qui ne confirment pas celles du Parisien et qui sont un peu sur la même ligne que la maman de Kylian Mbappé. Alors vous, il faudrait votre avis. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez de cette semaine folle autour de l'avenir de Kylian Mbappé? Est-ce qu'il y a un poker menteur du côté de la famille Mbappé? Est-ce que vous croyez plutôt les informations du Parisien? Alors, pour apporter encore un peu d'eau à notre moulin, notre camarade Clément Pernia, qui a beaucoup de contacts au Qatar, et notamment après avoir écrit le livre sur les 10 ans de QSI, il s'était fait pas mal de contacts. Et c'est vrai qu'au Qatar, on est plutôt confiant. Quant aux négociations, il y a l'avenir de Kylian Mbappé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va prolonger, mais eux sont confiants parce qu'ils ont quasiment accepté toutes les requêtes de Kylian Mbappé. Et notamment, et on reviendra là-dessus avec vous deux, sur le droit, les fameux droits à l'image. Le Paris Saint-Germain serait prêt, et ça c'est une information du journal El País en Espagne, serait prêt à donner 100% des droits à l'image à Kylian Mbappé quand, toujours selon El País, le Real accepterait simplement 50%. Donc voilà, vous avez toutes les informations, messieurs. Qu'est-ce que vous pensez de ce dossier? Et pour vous, selon vous, qu'est-ce qui va se passer? Parce que une dernière petite info, normalement, on devrait avoir la réponse, allez, dans maximum 10 jours, voire moins de 10 jours. Sur l'avenir de Kylian Mbappé, on va commencer avec Nicolas. Il est blasé, Nicolas. Non, pas blasé, mais ça, pour le coup, le dossier Mbappé commence à me fatiguer d'une force aussi. Encore plus que Messi ou les dribbles de Neymar, t'as qu'à voir. Écoute, moi j'entends depuis des semaines que l'argent n'est pas un critère dans son choix, que c'est le projet sportif avant tout, qu'il est attentif à ça, qu'il va aller dans une équipe qui peut gagner et lui offrir des grands titres. Si c'est vraiment le cas, je ne comprends même pas qu'on discute encore. Parce que si effectivement c'est son critère numéro un, bah dans ce cas-là, il va aller au Real Madrid cet été et on lui souhaite une belle suite de carrière. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il pourra difficilement trouver mieux en termes de cadre sportif. Maintenant, aujourd'hui, on ne parle que de prime à la signature, de salaire, de droit à l'image, parce que c'est effectivement très très tendance. Donc, je suis en train de me demander si la famille Mbappé, en fait, il recherche un projet sportif ou si c'est comme 99% des autres joueurs, en fait, c'est finalement le financier qui va faire pencher la balance. Donc, je ne sais plus trop quoi penser de ce dossier. En plus, bah, moi, les tweets de la maman d'Mbappé, je ne peux pas les lire parce que je suis bloqué, parce qu'elle n'a pas beaucoup d'humour, cette dame. Qu'est-ce que tu as encore fait? Je ne sais même plus, mais c'était il y a très longtemps. Elle avait sûrement pas apprécié une de mes blagues, mais il n'y a aucun problème par rapport à ça. Je sais que je ne suis pas toujours très drôle dans mon humour, donc il n'y a aucun souci. Mais non, moi, ça commence vraiment à me fatiguer. Ça me fatigue dans sa position parce qu'il prend le club en otage, très clairement. Il y a un moment où le PSG doit préparer la saison prochaine et que bah, toutes les semaines qui passent, c'est des semaines en moins. Donc moi, être pendu à la décision d'Mbappé, ça commence vraiment à me fatiguer. Ça me fatigue également de voir le PSG prêt à se mettre à 4 pattes, je vous l'ai déjà dit, pour un joueur. Voilà, il y a juste un moment où bah, tout Mbappé que t'es, bah, toi tu crois au projet sportif du PSG, tu as envie de t'inscrire dedans, et puis bah, tu le dis une bonne fois pour toutes, et puis on fait en sorte de t'intégrer dans la réflexion pour construire avec toi. Soit tu n'es pas convaincu. Juste une question, Nico. Alors, je te coupe et je te pose une question, parce que vraiment, cette réponse m'intéresse. Nous-mêmes, enfin, nous, par United et beaucoup d'autres médias, on a souvent mis le doigt sur la gestion sportive du Paris Saint-Germain.
on les a beaucoup critiqués. On a nous-mêmes dit qu'il fallait d'énormes changements, qu'il fallait arrêter avec d'accumuler des stars et d'avoir un projet de jeu cohérent, de pouvoir choisir l'entraîneur, le coach qui va te permettre justement d'avoir cette politique sportive et ce projet. Et pourquoi lui, Kylian Mbappé, ça fait 5 ans qu'il est au PSG, lui aussi voit ce que nous on a vu. Et pourquoi lui, il n'aurait pas le droit justement, avant de signer, Nico, d'avoir aussi quelques garanties. Et je parle pas du côté financier, parce que pour moi, le côté financier, c'est pas vrai. C'est pas ça le plus important, parce que quel que soit le club où il aura sensiblement les mêmes salaires. Donc moi, je pense que c'est pas ça le plus important. Mais tu comprends ce que je veux dire, Nico? C'est-à-dire que nous, on a beaucoup critiqué le fonctionnement du PSG, pas que nous, encore une fois, beaucoup de médias. Et j'ai l'impression dans tes propos que tu comprends pas, toi, alors que lui, il vit de l'intérieur, pourquoi Kylian, il prend son temps, il essaye de voir avant de prolonger. Tu vois ce que je veux dire, Nico? Non, mais il peut réfléchir. Mais l'été dernier, il voulait se barrer, Mbappé, je vous rappelle. Oui, bien sûr. Il y a moins d'un an, il avait ses valises de prête. On ouvrait la porte, il partait. Donc voilà. Parce qu'il estimait que ce club ne faisait pas tout pour justement gagner des titres, etc. Et donc cette année, elle lui a donné l'impression que le club faisait mieux et qu'il fallait peut-être éventuellement rester. Donc voilà. Alors moi, je vais te dire ce que je pense au fond de moi. Ce n'est que mon avis. Je pense que Kylian Mbappé, et ça fait des mois que je vous le dis, pour pas dire un an, va quitter le PSG à la fin de son contrat. Je pense, et c'est encore une fois que mon avis, qu'il n'a aucune intention de prolonger au PSG. Parce que c'est un garçon intelligent, évidemment qu'il a laissé l'option PSG ouverte jusqu'au bout, parce que tu sais pas si le Real derrière va se positionner, enfin, il peut y avoir plein de choses. Donc évidemment qu'il a gardé la possibilité de rester au PSG ouverte jusqu'au bout. Sauf qu'à mon avis, il attend juste la fin de saison pour l'annoncer, qu'il n'a pas trop envie de se prendre une soirée de sifflet au parc parce qu'il a envie de partir par la grande porte, qu'il va gentiment annoncer son départ à l'issue de la 38e journée. Et encore une fois, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Moi, je ne suis pas supporter de Mbappé, moi, je suis supporter du PSG. Mbappé, ça fait 5 ans qu'il est pro, ça fait 5 ans que des clubs remportent la Ligue des Champions et que Mbappé n'est pas dans leur effectif. Donc Mbappé n'est pas indispensable au PSG. Voilà, c'est actuellement le meilleur joueur du monde. S'il s'inscrit dans un projet longue durée, très bien. Je serais ravi de rester encore 4, 5, 6 saisons avec un PSG mené par Mbappé parce que c'est un joueur formidable. Mais si Mbappé, il traîne autant des pieds pour rester au PSG, s'il n'est pas sûr parce qu'il voit des dysfonctionnements, et puis que par contre, ok, j'accepte 2-3 trucs, mais par contre, c'est droit à l'image à 100. Barre-toi si c'est comme ça, voilà. Tu as le PSG dans le cœur, tu veux rester, bah tu restes et puis tu travailles pour que ça s'améliore. Et puis par contre, tu ne prends pas le club en otage comme en ce moment. Aujourd'hui, moi, je le sens comme une prise d'otage, c'est-à-dire, je veux peut-être éventuellement rester, mais je veux telle garantie, je veux ci, je veux ça. Non, ça ne marche pas comme ça un club de foot. Mbappé, il veut rester au PSG, très bien, il le dit, et maintenant on travaille avec lui pour faire en sorte que ce soit mieux la saison prochaine. Mais par contre, s'il s'inscrit autrement, bah, qu'il se barre, voilà. Et encore une fois, honnêtement, moi je suis Mbappé aujourd'hui, mais je me pose même pas la question. Évidemment que je quitte ce club, évidemment que je pars au Real. Je vois ce que fait le Real en Ligue des Champions depuis. En fait, toi, ce qui te gêne, c'est pas le fait qu'il reste ou qu'il parte, c'est la manière dont il communique. Mais bien sûr, qui se positionne une bonne fois pour toutes. Alors, le coup des discussions, on attend des réponses. On va donner quoi à Mbappé? On va donner à Mbappé sous 10 jours des garanties que tout va changer cet été? Bien sûr que non. On va rien lui donner comme garantie. On connaît même pas le nom du coach. Je me dis pas que ça a déjà été tranché à Doha, tout ça. Tu vois le merdier que c'est, ce club. Donc, il attend quoi concrètement? Moi, je te dis, il attend la fin de la saison pour pas passer pour le méchant et se faire siffler au Parc des Princes. J'en suis persuadé. Mais, ce n'est que mon avis. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on fait le podcast. Et on veut justement écouter ton avis. Pareil, Yacine, sur le dossier Mbappé. Alors, il y a beaucoup d'informations qui sont sorties. Je le disais en préambule. Pour toi, c'est quoi? C'est la com. T'es un peu comme Nico. C'est plutôt la com du clan Mbappé qui t'agace, ou est-ce que ce que je disais aussi à Nico, c'est-à-dire le fait que nous-mêmes, on a pointé du doigt beaucoup de dysfonctionnements et que le joueur a déjà passé 5 ans au club et que c'est normal, parce que c'est un tournant de ta carrière. Il a 24 ans maintenant, ou 23 ans, je sais plus. 23. 23. Évidemment qu'il hésite parce que, encore une fois, nous-mêmes, on a pointé les passes droits pour certains Sud-Américains, on sait que ça l'a beaucoup agacé. Et pas que lui d'ailleurs, tout le reste du vestiaire. Hein. Il y a beaucoup de choses. La gestion du cas Neymar, encore une fois, les passes droits, le fait qu'il n'y ait pas de projet de jeu cohérent, les mercatos qui se succèdent où il y a pareil aucune cohérence sportive. Voilà, Nico a été plutôt dur.
Est-ce que tu es d'accord avec lui ou à la place d'Mbappé, toi aussi, tu te poserais forcément des questions. Tu dis, est-ce que je peux continuer encore 2-3 ans avec ce club qui, finalement, voilà, empile des stars, mais n'a pas vraiment de projet de jeu cohérent? Moi, je rejoins Nico sur beaucoup, beaucoup de choses, notamment cette histoire de est-ce que le club va changer ça veut dire, là, il n'a pas signé, là. Donc, demain, le club va lui dire bon, c'est bon, on a compris, on va tout changer, les passe droits, c'est fini. Tu peux signer, l'année prochaine, c'est carré. Et comment ça? Après, ça oui, juste un détail. Enfin, je rappelle quand même que il y a 2 ans, 2019, lors du Trophée des Champions, ouais, c'était ça, après Manchester, il me semble, hein, il avait aussi demandé enfin, voilà, il a demandé des responsabilités, etc. Donc ça date pas d'hier ou l'année dernière. En fait, on sent que entre Mbappé et le PSG, la prolongation, elle se fait pas depuis 2019 parce que voilà, il a beaucoup de doutes et que jusqu'à l'été dernier où il a failli partir, effectivement, Nico l'a rappelé, le PSG a fermé la porte. Donc voilà, c'était juste pour Il avait, réintroduire ça et je te laisse finir. Yes. il avait déjà dit ici ou ailleurs. Voilà, c'est ça, Euh, exactement. donc, évidemment que ça va. Enfin, soit tu les as déjà, les garanties, et qu'on sait où la saison prochaine va te mener, soit je vois pas pourquoi tu les aurais dans les 3 jours qui arrivent. Je rejoins Nico sur l'histoire de je veux pas signer avant ou l'annoncer avant parce que ça m'évitera une bronca pour mon dernier match au parc, etc. Ça, il n'y a pas de problème, et c'est tout à fait possible. Comme c'est tout à fait possible aussi que le Real n'ait pas envie de l'annoncer. Je dis pas que c'est fait, attention. J'explique certaines circonstances. Euh, que le Real peut très bien lui dire n'annonce pas maintenant, il y a la finale de la Ligue des Champions. Parce que si tu l'annonces maintenant, on va parler que de ça pendant 3 semaines. Ouais. Donc, attends, le 28 mai, de toute façon, maintenant, on n'est plus à 3 semaines près, hein. T'attends le 28 mai, le 29 mai, on a gagné avec des champions, on l'a perdu, et tu vois, tu l'annonces, et puis voilà. Donc, tout est possible dans ce dossier. Il y a beaucoup de médias, Yacine, qui annoncent une rencontre cette semaine à Madrid du clan Voilà. Mbappé avec Florentino Pérez. Moi, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un élément qui est hyper important dans ce dossier. Et c'est cette histoire des droits d'image. Parce que Mbappé, il est rentré aujourd'hui dans un début de conflit avec la Fédération française. Alors, je rappelle quand même que c'est un conflit qui a pris une proportion la dernière semaine, mais c'est des discussions qui existent depuis plus de 2 ans. Pas qu'avec Mbappé, avec plusieurs joueurs de l'équipe de France, sur cette histoire de avec qui on a le droit de faire des pubs, est-ce qu'on a le droit de choisir, est-ce on n'a pas à être obligé par la fédération de poser pour l'équipe de France avec tel sponsor, si on n'est pas d'accord avec ce type de produit, etc. Donc c'est des discussions qui existent depuis 2 ans. Lui a fait un coup de force pour peut-être faire changer les mentalités, pour lui, pour bref. En tout cas, il a décidé le dernier On rassemblement. rappelle, hein, Yacine, hein, que lors d'un rassemblement à l'équipe de France, il avait refusé de participer à une opération commerciale parce qu'il estimait, parce que voilà, je ne sais plus c'était quelle marque, je ne sais plus ce Ouais. que c'était. En tout cas, lui avait refusé parce que pour lui, ça prenait pas à son image et donc il Voilà. n'a pas participé volontairement, chose normalement que tu es sous contrat, tu n'as pas le droit de le faire. Il n'a pas été sanctionné par la Fédération française de foot, mais il y a eu une interview de Noël Le Graët, je ne sais pas si tu l'as lu Ouais. hier dans l'équipe. Voilà, si tu voulais revenir dessus, c'était juste pour. Il donne toujours des interviews très intéressantes. On voit que Ouais. le football, ça le passionne. Bah, surtout, Euh, il a plus la lumière à tous les étages, hein, je pense. Hein, parce que Ah, là, ça c'est. là, ça devient. des En trucs. tout cas, ce qui est marrant avec le Gret, c'est qu'il y a toujours des réponses lunaires Ah et tu ouais. t'éclates toujours à lire ses interviews parce que finalement, il y a une sorte d'honnêteté dans ses propos qui, moi, qui me surprend toujours. Il n'est pas très langue de bois, le Gret, finalement. Ouais, il est surtout déconnecté, mais bref. Euh, donc, en fait, il y a cette interview justement où il parle des sponsors, etc. Je rappelle que la Fédé n'a rien fait parce que, il y a l'image, il y a aussi l'image d'Mbappé, ce qu'il représente, mais il y a aussi, malgré tout, un droit, c'est-à-dire qu'en fait, ce que signent les joueurs de l'équipe de France par rapport à tout ça, les sponsors et tout, bah, il y a quand même un problème de légalité, tout ça. Donc c'est pour ça aussi qu'ils n'ont pas pu faire ce qu'ils avaient envie. Voilà, il faut le savoir. Enfin, le contrat a été signé, je crois que la dernière révision de ce type de contrat ou de liaison entre la Fédé et les joueurs, ça date de 98, hein. Depuis, il n'y a pas eu de changement. Donc voilà. Il y a une Bref, précision, Yacine, dans l'équipe, je te donne la parole. Hein, sur les opérations commerciales, il y a 30% qui est reversé aux joueurs, donc ils doivent se répartir la somme. Et ça, il est important de préciser que Kylian Mbappé, lui, tout ce qui touche, tout ce qui est lié à l'équipe de France,
est directement reversé à l'association. Donc c'est pas du tout pour, encore une fois, pour avoir plus d'argent ou pas. C'est uniquement la question d'associer son image à une marque qui lui plairait. On sait par exemple que les paris en ligne, voilà, c'est des choses à laquelle il ne veut pas être associé, et peut-être aussi des marques de fast-food, de ce genre de choses. Donc voilà, et en fait, le truc aujourd'hui qui se pose, c'est donc, puisque tu es en combat avec la Fédé, est-ce qu'aujourd'hui tu peux signer au Real? Je rappelle que le Real n'a jamais cédé 100% des droits d'image à un joueur. Le Real, c'est toujours 50%. Donc, est-ce que tu peux signer au Real? Il y a eu 60% à Cristiano Ronaldo, je crois. À vérifier, mais je crois que Cristiano, ils ont poussé à 60% de droits d'image. C'est le seul. En tout cas, il n'y a pas eu 100%. Non. Et donc, à ce moment-là, est-ce que tu es maître, puisque le Real va te dire, nous, on prend 50%, on est en contrat avec telle marque, faut que tu ailles mettre ton image dessus. Donc, tu es en conflit avec ta fédération, donc l'équipe de France, et tu vas accepter ça du côté du Real. Donc ça, c'est un problème. Est-ce que le Real peut accepter de donner 100% à Mbappé alors qu'ils ne l'ont jamais fait? Et encore une fois, le problème de donner 100%, c'est pas seulement de dire je donne 100% à un joueur, c'est d'ouvrir une porte. Parce qu'une fois que tu as donné 100% à un joueur, la prochaine grande star qui arrive dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, et qui te dit moi aussi je veux 100%, qu'est-ce que tu lui dis? Voilà. En plus, Yacine, on a appris que Erling Haaland et Manchester City, c'était bouclé normalement. Voilà. Que ça allait être annoncé très prochainement. C'est-à-dire qu'il y a le Madrid, normalement, n'a pas de plan B là, sur si Mbappé prolonge au PSG pour ces questions de droit d'image. Exactement. Il n'y a pas de véritable plan B pour Pérez et le Real Madrid. Voilà. Et au PSG, par contre, on est prêt à lui céder 100%. Et d'ailleurs, il y a un joueur qui a 100%, c'est au PSG, c'est Messi. Donc, ça a déjà été fait. Donc, maintenant, ils peuvent le faire. Moi, c'est vrai que cette histoire, elle me saoule. Je trouve que ça traîne trop en longueur parce qu'à un moment donné, je comprends que ce soit des histoires de gros sous malgré tout, malgré qu'on dise que c'est pas qu'une histoire de salaire. C'est qu'en fait, on n'est plus dans ces niveaux-là, on n'est plus à une différence près. Il n'y a plus beaucoup de différence. C'est quand même une histoire d'argent. Oui, ça me saoule aussi. Et là, je rejoins Nico, et pour moi, c'est le plus important. C'est que finalement, on prend le chemin du PSG qui va se mettre à genoux, voire plus, devant un joueur, qui va tout accepter pour le faire re-signer. D'ailleurs, ça ne veut pas dire que tout va se passer derrière, hein, parce qu'après, comme l'a dit Nico, il n'y a pas le coach, il n'y a pas le directeur sportif, on ne sait pas si c'est lui ou pas lui. Bref, il y a encore plein de choses qui peuvent évoluer. Et pour moi, c'est un problème. Mbappé, tout Mbappé qu'il est, si réellement les Qataris entendent un peu les revendications de tout le monde, les commentaires, les critiques sur le fonctionnement du club, etc., en fait, tu ne peux pas adopter cette attitude-là. Tu dois te dire, OK, écoute, vas-y, stop. Nous, on va se penser sur autre chose, on va reconstruire l'équipe. Bon courage, merci pour tout. On arrête là. Si tu te mets encore à genoux et que tu mets le Mbappé au-dessus du club, Mbappé, OK, aujourd'hui, il a cette mentalité. Imaginons, il gagne une deuxième Coupe du Monde au mois de novembre. D'accord? Qu'est-ce qui vous dit qu'après, il va pas demander lui aussi des passes droits? Qu'est-ce qui vous dit qu'après, lui, il va pas. Enfin, voilà, je veux dire, vous avez aucune certitude sur tout ça. Personne ne sait. En 5 ans, il en a jamais demandé, il me semble, Yacine. Non, mais... On n'a jamais entendu une histoire sur Mbappé de ce type-là. Tu vois, comme par exemple les vacances prolongées de Neymar ou Paredes qui a une gastro le lendemain d'un anniversaire. Ouais. Ça, tu l'as jamais entendu de la part d'Mbappé? Il a que 23 ans. Bah oui, mais bon. Il y a plein de joueurs, sur lesquels on n'avait jamais entendu au début et qui, au fur et à mesure de leur carrière, c'est comme tout le monde. Voilà, je veux dire, c'est pareil. Ah, tu dis peut-être qu'on apprendra des choses plus tard, c'est ça que tu veux dire? Voilà. Et par exemple, Mbappé, il mettait jamais les pieds en boîte. Aujourd'hui, il va quand même en boîte. Après, encore une fois, c'est sa vie, hein, c'est son âge. Je ne critique pas ça. Je dis qu'il y a toujours une évolution dans la vie. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu vois? Oui. Donc, voilà. Non, je vois ce que tu veux dire. Moi, je l'imagine mal, mais. Moi aussi. Oui. Ce que je veux dire, c'est bref. C'est possible. En tout cas, ce qui m'intéresse, moi, c'est plus cette gestion-là de dire est-ce qu'on remet encore tout le paquet et on accepte tout d'un joueur? Voilà. Alors que ça a été ton problème pendant plusieurs années, c'est ce qui t'a amené à être en difficulté. Voilà. Parce que là, c'est directeur sportif. C'est quoi son rôle? Il est joueur, il est directeur sportif, il est conseiller du président, il est capitaine, il est gestionnaire du vestiaire. C'est quoi son futur rôle? Tu vois? Voilà. Donc. Mais alors moi, pour rebondir sur ce que tu disais, j'ai une question pour toi, Nico. Yacine disait qu'il fallait pas du tout donner à Mbappé, tout accepter, etc. Mais vous êtes d'accord avec moi que ça, c'est la politique du PSG depuis le début, en fait. Ouais. Je parle pas que d'Mbappé. Hein. Rappelez-vous de ce qu'a raconté Zlatan dans son livre lorsqu'il a signé.
D'accord? Tu parlais de Messi, qui est très récent sur les 100% de droit à l'image. Ils ont tout accepté, tout fait pour que Messi vienne. Hmm. Tu vois? Sauf que, par exemple, quelqu'un comme Ibrahimovic, ils ont tout accepté, mais finalement, c'était tout bénef. Il a apporté beaucoup Ibrahimovic au PSG. Si Mbappé, dans la même position que Zlatan, réclame certaines choses, et notamment sur le fonctionnement du club, c'est aussi parce qu'il apporte beaucoup au PSG. Le joueur bankable ces dernières années, c'est pas Neymar, c'est pas Messi, c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. C'est Mbappé. Et encore une fois, euh, pour moi, c'est mon avis. Hein. Moi, je trouve que c'est normal qu'il demande certaines garanties. Ça ne veut pas dire qu'il doit se mettre à la place d'un dirigeant et choisir le mercato, etc. D'ailleurs, j'ai une info pour vous, parce que moi, j'ai essayé un peu creuser ce week-end pour savoir ce qu'il en était. Et par exemple, sur le choix de l'entraîneur, c'est pas rédhibitoire pour Mbappé. Il s'en fout, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas lui ce qu'il veut, c'est est-ce qu'il y a des choses qui vont cesser dans ce club, des choses, voilà, des choses qui ne devraient pas avoir lieu. Est-ce qu'il y aura une vraie cohérence dans le projet sportif? Est-ce que le mercato va être mieux géré que ces dernières années, où on va vraiment cibler non seulement des joueurs fiables, des joueurs d'équipe, des joueurs physiquement qui sont au top et qui vont pas passer leur temps à l'infirmerie? C'est tout ça. Et Mbappé, c'est un joueur important aujourd'hui. C'est un futur ballon d'or, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que euh, pour moi, c'est normal, pas qu'ils choisissent évidemment le directeur sportif, l'entraîneur, etc. Mais c'est normal qu'ils donnent certaines conditions pour prolonger, parce qu'encore une fois, tous les dysfonctionnements qui pointent du doigt, c'est les mêmes que nous-mêmes et la plupart des médias avons pointé du doigt. Et il se Vous passe voyez quoi, ce que il se passe quoi si, s'il prolonge, que le PSG lui dit oui là? Oui, oui, t'inquiète pas, l'année prochaine, c'est fini les passes droits et tout. Et au mois de septembre, octobre, il y a des passes droits, il se passe quoi? Comment ça se passe? Ah bah ça voudrait dire que le PSG n'a pas évolué et que Mbappé voilà, s'est fait avoir. Après, ça c'est possible, Yacine. C'est des choses qui peuvent évidemment arriver. Après, tout le monde sait que s'il prolonge Mbappé, ça va pas être 5 ans. Et là aussi, et là je vous rejoins, c'est pas cohérent d'offrir 2 ans à un joueur qui a un tel avenir comme Mbappé, qui apporte tellement, juste pour te dire, je vais l'avoir pendant qu'on organise la Coupe du Monde de football. Ça, évidemment. Oui, vas-y, Nico. Ah non, je demandais pas la parole. Ah, je crois que tu faisais. Je me grattais. Je Ah, t'écoutais, pardon. Ah, je pardon. t'écoutais. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur cette fameuse prolongation d'Mbappé? On a fait un peu le tour parce que à l'heure où on parle, évidemment, la décision n'est pas prise. Moi, je vous répète les informations qu'on a nous. Oui, Mbappé laisse encore une chance au PSG de prolonger. Le PSG dit à Mbappé que les choses vont être faites et qu'il y aurait normalement bientôt une communication. À l'heure où on parle, la décision de partir, elle est toujours là pour Mbappé parce qu'il estime qu'il n'a pas encore de garantie suffisante pour pouvoir donner son accord pour une prolongation. Mais le PSG, de son côté, fait tout aussi pour changer les choses à plusieurs étages. Et normalement, d'ici encore 10-15 jours, voilà, on devrait avoir quelques informations du côté du changement à tous les étages sportifs, dirigeants, administratifs, etc. Et je pense que c'est aussi à ce moment-là on en saura un peu plus sur Mbappé. Mais à l'heure où on parle, la décision d'Mbappé n'est pas prise, même si aujourd'hui elle penche un peu plus vers un départ. C'est ce qu'on peut vous dire aujourd'hui. Et on en saura sans doute un peu plus dans les prochains jours. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose, messieurs, ou est-ce que finalement c'est bon, on a fait le tour Non, non, on va continuer. On est là pour la journée, on a dit. Non, mais tu te rends compte quand même dans ce dossier à quel point le PSG on marche à l'envers dans ce dossier. Aujourd'hui, tu as un mec comme Haaland qui est donc proche de City. On imagine comment ça s'est passé les discussions. Hein. D'abord, il y a l'aspect financier, parce que c'est évidemment important sur ce genre de dossier. Et puis après, je pense que Haaland, il a discuté avec Guardiola, qu'il a exposé un petit peu dans quel registre il allait être utilisé, sur quoi City allait travailler collectivement l'an prochain, éventuellement le poste qui vont être renforcés. Enfin, tu vois, voilà comment est-ce qu'on recrute un mec comme ça. Est-ce que tu crois que le Real, là, est-ce que tu crois que Pérez, il a été voir les cadres du vestiaire pour savoir s'il devait recruter tel mec cet été? Est-ce que Pérez, il s'emmerde à faire le tour, de faire des promesses à 40 000 mecs en disant oui, t'inquiète pas, nous, quand tu viens chez nous, il va se passer ça, on te promet, on va évoluer là-dessus. Évidemment que ça se passe pas. Le PSG, on en est quand même à ce point-là, quoi. Mbappé, on aimerait bien que tu prolonges, alors on va te faire des promesses. On va changer le directeur sportif, on va changer l'entraîneur, mais on ne sait pas encore qui. Bon, on va arrêter aussi de faire le con avec les pas droits parce qu'on sait que c'est pas mal. On va te filer temps parce que bon, on n'a pas le choix et que tu veux auto. Enfin, tu t'imagines à quel point tu es en train de, comme tu disais Yacine, de mettre à genoux devant un joueur et tu fais surtout toi à l'envers. Parce que maintenant, là, je vais même te dire, il prolonge son contrat fin mai, là, Mbappé.
Donc en gros, tu as 2 mois avant le début de la saison. Bah, t'es pas dans la merde, tiens, pour faire tout ce que tu as promis. T'es pas dans la merde pour en 2 mois supprimer les passes droits, pour vendre tous les mecs qui sont des parasites pour ce club, pour restructurer tout ton club au niveau politique sportive, entraîneur, le staff. Je te raconte pas le chantier qui va se présenter. Et donc le PSG aujourd'hui, on est le 9 mai, est capable de promettre à Mbappé que ce sera fait dans 10 semaines, 11 semaines. Non mais c'est un sketch. Évidemment que c'est pas possible. Et évidemment. Il y a des mecs, ça fait 4 ans, on n'arrive pas à les vendre. Et en 2 mois, on va réussir à en vendre 10. Non, mais tu vois, faut juste être lucide. Donc, c'est pour ça que je te dis, moi, ça me saoule ce dossier, c'est que Mbappé, il n'est pas débile. Mbappé, il sait très bien que le PSG de l'an prochain, ce sera à peu près la même chose. Je peux te dire qu'à 6 mois de la Coupe du Monde, les Qataris vont sûrement pas renoncer à tout ce qu'ils ont construit d'ici là et à leur image qui est si importante. Donc, alors du coup, s'il pouvait se débarrasser entre guillemets, un peu de Neymar, évidemment de Neymar, il le ferait. Et ça, je pense que ce serait un vrai signe envoyé à Mbappé, parce que Mbappé, il est pote avec Neymar, mais voilà. Mais sur le terrain, voilà, lui aussi, il sait que c'est pas avec Neymar qu'il va pouvoir atteindre ses objectifs. d'accord. Par contre, avec Messi, oui. Non, parce que Messi, c'est du court terme. Messi, c'est D'accord. du court terme. Il reste une saison, il le sait très bien, ça. Non, mais c'est pas pareil, tu vois. Il a 30 ans, Neymar, Messi en a 35, c'est différent. Bon, en tout cas, j'espère me tromper. Mais je vous promets que quand il aura annoncé son départ à Madrid, je ne serai pas en train de fanfaronner, de ressortir mes vieux tweets. Je vais rester très sobre et je ferai comme vous, je regarderai Mbappé partir et puis ce ne sera pas un drame en soi, encore une fois, attention, hein. Mais il faut que le PSG comprenne qu'une équipe de foot, ça se construit de manière cohérente et pas en mettant all-in sur un joueur. De toute façon, c'est complètement aberrant de faire ça. Donc toi, Mais ça aussi, Nico, ça dépend aussi du choix des hommes que tu mets en poste. On parlait du choix du directeur sportif, c'est quelque chose d'important aussi, tu vois. Le président, c'est pareil, c'est quelque chose d'important. Nasser, aujourd'hui, on sait qu'il est non seulement absent, que c'est pas un fin connaisseur du football, malgré sa position à l'UEFA. Mais c'est pas, voilà, le problème, il est là, c'est qu'il y a un vrai problème structurel au PSG. Et comme tu le dis, les changements, si tu dois changer tout ça, c'est vrai qu'en une semaine, 15 jours, promettre à Mbappé qu'il y aurait de la cohérence au niveau du sportif, de la cohérence au niveau de la com, etc., ça paraît peu probable, voire impossible. Non, Yacine? Moi, ce qui me dérange, c'est que, encore une fois, on est le 9 mai aujourd'hui, que les saisons, pour ceux qui pensent qu'elles se préparent entre le 15 juillet et le 30 juillet, ben, c'est pas vrai. Elles se préparent depuis un petit moment. Et effectivement, que tu vois rien, tu n'as aucune visibilité, tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas sur quels joueurs ils sont. Il n'y a pas de cellule recrutement parce qu'elle sert à rien. Il n'y a même pas l'option de Nuno Mendes, elle est même pas levée. Tu te rends compte, tu vas donner 100 millions de primes à Mbappé, je caricature, mais 50 millions de salaire, mais tu vas pas lever l'option de Nuno Mendes à 40. D'accord? Si, ils vont Non, le mais faire. tu es en train de négocier à 35, bref. Mais ils vont le faire. Non, mais C'est très bien. je dis pas ça, moi. Je te dis, là, tu es en train de faire des chichis pour 4 millions d'euros, alors que tu vas lâcher 150 sur un joueur Oui. tout seul. Hein. Tu es en train de faire des chichis sur 5 millions. Si la discussion, elle traîne un peu et tout, bref, tu te retrouves avec Nuno Mendes qui s'en va. Tu n'as plus de latéraux à gauche, ou tu n'as pas de latéral gauche. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça, c'est de la gestion de merde. Ça, c'est un vrai problème au PSG. Et la dernière chose, c'est que moi, je redis aujourd'hui, si le PSG avait envie d'avancer vraiment, il y a un organigramme qui est simple à faire. Puisque Nasser, il va rester président. D'accord? Là-dessus, il n'y a pas de Ah oui, discussion. là-dessus, il y a pas de souci. Mais avec tous ses rôles, etc. Moi, je redis, Wenger, dans un rôle de président délégué, par rapport à son image, à tout ce qu'il est, etc. Mais il ne se mêle pas du sportif. C'est la gestion, tu vois, les relations avec les autres clubs, machin et tout. Il y a Woodward de Liverpool qui est en fin de contrat, qui s'en va. C'est le mec qui a construit Liverpool sur les 10 dernières années. Donc, le recrutement, la méthode de travail, les scouts, comment on va voir un joueur, comment on se renseigne avec certains fournisseurs de statistiques, mais pas les statistiques que vous voyez avec les fameux 90% de passes réussies, etc. Sur les joueurs qui potentiellement ressemblent à ton équipe, etc. Il est libre. Tu le prends. Lui, il travaille dans l'ombre. C'est pas Leonardo qui va venir parler quand ça l'arrange, les médias. Lui, il va venir, il travaille. Voilà. C'est pas du bluff, il travaille. Et la position des jeunes. Voilà. C'est très simple quand même à faire. Mais en fait, il n'y aura pas de ça parce que ce club ne travaille pas. Voilà, ce club ne travaille pas. Et quand tu parles avec des gens, parce que moi j'échange avec des gens en Angleterre et tout, sur Woodward, on te dit, mais il ne viendra pas. Il ne viendra pas parce que le fonctionnement du club, il sait c'est voué à l'échec.
Non, mais tu vois, Quand on connaît le fonctionnement de Liverpool, surtout en termes de mercato et surtout en termes de suivi des jeunes, on est vraiment à des années-lumière de Paris Saint-Germain. Et donc, le problème, il est là. C'est-à-dire que là, tu as une possibilité d'un mec qui a fait ses preuves, qui a un réseau, qui a des compétences et qui peut te restructurer quelque chose, te donner une forme à quelque chose entre les pros, les jeunes, la direction sportive d'un club, le recrutement, etc. Tu vas pas t'en servir, enfin, tu peux même pas le recruter juste parce que ton fonctionnement n'est pas bon et tu te remets pas en question. Donc voilà, c'est pour ça que tout ça, c'est du cinéma. Voilà, aujourd'hui, moi, je l'ai dit, le seul moment où ça changera, pour moi, si ça doit changer, c'est 2023, après la Coupe du Monde, l'entrée au nouveau centre. L'année prochaine, moi, j'ai aucun espoir pour l'année prochaine. Et De toute encore plus façon, t'as. en plein mois de novembre. Non, mais t'as même pas de. Encore une fois, on sait tous que Pochettino va partir. On est le 9 mai. On ne sait toujours pas qui est le futur entraîneur du PSG, qui devrait déjà être en train de travailler sur les dossiers des joueurs. On apprend qu'on est sur Pogba à fond. Raïs, tu vois à quel point tu marches sur la tête dans ce club? Il y a deux dossiers, Nico. Il y a deux dossiers. Il y a Pogba, effectivement, en fin de contrat, qui intéresse beaucoup de clubs, mais Paris est en négociation depuis un bout de temps. Même si, paix à son âme, son agent a disparu, c'était le même que celui d'Erdinand Lang, hein, c'est Mino Raiola, pardon. Et puis il y a aussi le dossier Ousmane Dembélé qui a visiblement un accord verbal avec le PSG. S'il ne trouve pas d'accord avec Barcelone, normalement c'est le Paris Saint-Germain. Donc tu as déjà deux joueurs à la fiabilité physique plus que douteuse Mais même qui sans pourraient ça, rejoindre le PSG. Donc effectivement, Nico, si on se dirige vers ce genre de joueur, et là je suis entièrement d'accord avec lui, ça voudra dire que rien n'aura changé. c'est même pas une question de fiabilité ou pas d'ailleurs. C'est juste que Ah, tu ouais. fais venir un nouvel. Mais non, mais tu fais venir un nouvel entraîneur. Tout club normalement constitué va demander à l'entraîneur quels sont les postes où tu veux te renforcer, comment tu veux jouer l'an prochain, quels sont les manques de l'effectif, comment est-ce qu'on peut renforcer. Nous, on va faire encore une fois tout à l'envers. On va commencer à recruter des joueurs et on va annoncer au mois de juillet un entraîneur qui va débarquer en disant bon bah tiens voilà ton effectif, démerde-toi. Tu vois, tu peux pas construire une équipe comme ça. Tu n'y arrives pas. On a critiqué Tourelle, on a critiqué Emery, et ils ont eu leur tort. Mais quand tu fais des équipes à l'envers de toute cohérence, évidemment que l'entraîneur il est emmerdé. Le directeur sportif, on le connaît toujours pas. Enfin, c'est un flou. Voilà, on est le 9 mai, je vous le rappelle, on est le 9 mai. D'ailleurs, c'est important qu'on parle un peu des coachs. C'est vrai qu'il y a aussi, on n'a pas parlé, la déclaration de Le Gret sur l'avenir de Deschamps et qui fait comprendre aussi à Zidane que finalement, voilà, il est possible que Deschamps continue. Et puis il parle de Deschamps, de Zidane en disant, et puis ça se trouve, Zidane ira au PSG. Donc on a l'impression qu'il y a encore peut-être une chance pour que Zidane vienne au PSG. Et pour moi, je vous l'avais déjà dit il y a très longtemps, je finis là, si je te donne la parole, Thiago Motta, c'est bouillant. C'est-à-dire, c'est vraiment la solution de facilité pour avoir genre une période de transition pour voir après ce qu'on fait. Et peut-être que ça rejoint ce que tu disais, Yacine, à partir de 2023 avec le nouveau centre, etc. Donc la facilité aujourd'hui, ce serait de faire venir Thiago Motta pour 1 an et demi, 2 ans, histoire de voilà de remettre un peu les choses en ordre. Et puis voir après peut-être pourquoi pas un coach d'un autre calibre, ou bien Zidane qui aurait beaucoup de garanties au PSG, pas assez à l'équipe de France et qui finalement viendrait au PSG. La déclaration de Le Gret, je l'ai précisé comme ça, c'est un message à Zidane, en fait, en gros, bon, on va au PSG parce que je pense que Deschamps est Ben parti. oui, c'est curieux, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que tu l'avais lu cette déclaration, Nico, sur Ouais, je l'ai vu. Je vous ai déjà dit, il ne verra pas Zidane au PSG. Je vous l'ai déjà dit, il y a des raisons extrasportives. Et puis je pense que surtout, il a quoi à gagner au PSG, Zidane? Franchement, Je sais pas si je peux le dire, je sais pas si je peux le dire, Nico, si tu m'autorises à le dire, mais tu as bien connu Zinedine Zidane, sans rentrer dans les détails. Hein. Ah, oui, mais alors j'ai pas de lien aujourd'hui avec lui. Mais oui, on a Non, pas aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais que tu. Oui, on faisait. Bah, c'est pas un secret. Là où je travaillais avant, on faisait son site. On avait en charge son site officiel, donc on l'a rencontré on l'a rencontré plusieurs fois par saison. Il nous accueillait chez lui à Madrid. On a eu des. On a eu des Yacine, on savait pas à qui on avait affaire finalement. Ouais. Ah non, on a eu des rencontres privilégiées avec lui par son site officiel et c'était très agréable de travailler avec lui. Mais voilà, aujourd'hui, moi je vois pas aujourd'hui, encore une fois, j'aimerais bien, je vous l'avais dit, j'aimerais voir Zidane parce que c'est un profil d'entraîneur qui, pour moi, pourrait peut-être réussir à mettre de l'ordre dans ce club, peut-être, sans garantie.
Mais comme on disait, au moins on serait fixé. Moi, j'aimerais enfin voir un lui ou un Conte, même plus Conte aujourd'hui d'ailleurs. Moi, je rêve de Conte pour voir s'il est capable d'envoyer chez tout le monde, quoi. Ça me ferait tellement rire. Mais aujourd'hui, Zidane, s'il est intelligent, il attend tranquillement de voir si les Bleus se libèrent. Qu'est-ce qui va s'emmerder à signer au PSG? Zidane, franchement. Arriver dans un port. Toi, Nico, tu crois pas du tout Non, pas pour cette année, non. Impossible pour moi. Impossible pour moi. Mais bon, j'ai pas d'infos plus que vous, hein. J'ai juste quelques échos à droite à gauche et je pense que Zidane ne sera pas sur un banc d'entraîneur cet été, ou que ce soit d'ailleurs, n'importe quel banc. Enfin, il n'est pas en position de vouloir reprendre un club cet été et ce n'est pas forcément que lié à l'équipe de France. Il est pas. Voilà. Donc non, je vois vraiment pas Zidane débarquer. Je pense que Conte serait vraiment la meilleure option, mais voilà, en fait, c'est quoi? Tant que c'est pas Pochettino, tant qu'il se barre, tu mets même un Guy Lacombe, là aujourd'hui, je suis content, je crois. Même après, Domenech. après compter sans sortir, enfin, sans trop calculer les infos de la semaine dernière d'RMC qui parlait d'un salaire, etc. À 30 millions, je crois. Bon, je pense que le PSG ne lui donnera jamais ça. Mais même, enfin, lui, il a 20 millions en ce moment à Tottenham. Et il me semble que le PSG n'a jamais donné un salaire aussi élevé, puisque le plus élevé, c'est Pochettino. On a 9 millions d'euros. Yacine l'a souvent répété lors de 13, la saison. 13. 13 9, c'est net. C'est plus 9. C'est la deuxième saison. C'est l'augmentation. Juste pour expliquer pour Conte, parce qu'en fait, Conte, il fait partie de cette case d'entraîneurs comme Simeone, comme Guardiola, comme Mourinho, qui décident de venir dans un club en étant le plus gros salaire au-dessus des joueurs. Eh oui. Pour ça, voilà. Mais donc là, justement, au PSG, ça va poser problème, parce que là, il faudra qu'il touche au-dessus de Messi. Moi, encore une fois, hein, j'en ai déjà parlé il y a 2 mois dans le podcast. Moi, je le vois arriver, Mota, mais gros comme une maison, parce qu'encore une fois, c'est la solution de facilité. Les joueurs l'accepteront parce que beaucoup l'ont connu en tant que joueur. Les nouveaux arrivants, Messi l'a connu à Barcelone, il me semble, quand il y était, Thiago Motta. Voilà, il est brésilien comme Neymar. Il est formé à Barcelone. Ouais, bien sûr, c'est pour ça que j'en parle. Je suis sûr, quasiment sûr et certain pas qu'il va signer au PSG, hein, mais que le PSG est en train vraiment de faire grossir cette option parce que les autres dossiers, ça paraît un peu compliqué. Sauf si Zidane par miracle vient et accepte malgré ce que tu as dit, Nico. Mais moi, Conte, j'aimerais bien comme vous. Malheureusement, je pense que c'est un dossier qui va être compliqué, surtout financièrement. Et en plus, on le sait, hein, Yacine, tu vas pouvoir me confirmer, hein, c'est un coach qui arrive avec c'est un gros staff, ça c'est vrai. Et il veut choisir aussi, dès qu'il va arriver, il va dire il va citer les joueurs qu'il ne voudra pas, il y en aura sans doute 8 ou 9, ça va être difficile de les faire partir et il faudra les remplacer. Et lui, il regarde pas la dépense, quoi. Donc, c'est pour ça que je lui dis que c'est peut-être un peu compliqué pour compter. C'est surtout Conte, il n'est pas trop dans le compromis. C'est-à-dire que si tu lui dis, oui, excuse-nous, mais là, on ne peut pas le vendre, il va te dire, bah écoute, donnez-moi un chèque, je m'en vais. Évidemment, il ne part jamais gratuit, lui non plus. Après, il y a un risque qu'il fasse venir Lukaku. Attention, si Mbappé part en plus, c'est sûr. Ça va être all-in sur Lukaku, c'est quasiment sûr. Hein. Et il y a déjà Hakimi, donc. Oui, pour Hakimi, ce sera plutôt une bonne nouvelle, je pense. Bon, si on n'a plus rien à ajouter sur ce match et sur le dossier Mbappé, il n'y a plus qu'à nous séparer, les amis, et puis on va se retrouver la semaine prochaine. Alors là, c'est un déplacement à Montpellier, Yacine, hein, c'est ça. Hein. C'est samedi prochain. Non, je crois que les 2 dernières journées, c'est pas dimanche. Ah oui, c'est les 2 dernières, donc du coup, ils jouent tous en même temps. C'est multiplex, ouais. Donc nous, on se retrouvera sans doute lundi pour débriefer le match. Peut-être qu'il y aura des infos entre-temps sur l'avenir d'Mbappé. On en reparlera lundi prochain, après l'avant-dernière journée. Samedi 14 mai à 21h. Voilà. Combien tu dis? Samedi 14 mai à 21h. Et c'est vrai, c'est samedi, parce que c'est samedi 21 mai, Metz. Ouais. D'accord, donc du coup, le multiplex, il est samedi à 21h. Les 2 derniers samedis. Toutes les équipes jouent samedi à 21h. Ouais. D'accord, on se rappelle. Si au podcast du lundi, on pouvait plutôt débriefer Rennes-Marseille, parce que moi, je vais regarder Rennes-Marseille, je pense, je vous préviens tout de suite. Je ne pense pas que je regarderai Montpellier-PSG a priori, donc si on peut faire une toute petite partie sur PSG et le reste sur Rennes, ça m'arrangerait.
Écoute, si Rennes bat à Marseille et les rejoint en deuxième place et qu'il y a un vrai système, je te promets qu'on passera du temps pour tailler les Marseillais. D'ailleurs, moi, je vais vous dire quelque chose, hein, parce qu'on a beaucoup moqué les Marseillais sur les réseaux, etc. Mais moi, je vous le dis, et c'était pareil quand ils étaient en finale contre l'Atlético. Moi, j'étais pas bien, les gars. Même si c'est une conférence Europa League, je sais pas si ça vous le fait. Hein. J'aimerais bien qu'on finisse là-dessus, mais je vous jure que moi, j'étais pas bien tout le match. Parce que d'abord, je voulais pas les voir en finale. Parce que je voulais pas revivre la finale de Marseille-Atlético. Je voulais pas la revivre. Parce que ça, même si c'est la quatrième, cinquième Coupe d'Europe, ça m'aurait fait mal au cœur de les voir champions d'Europe. Voilà. Donc, je sais pas si ça vous a fait ça aussi cette semaine. Mais moi, j'ai quand même un certain soulagement, voire un certain plaisir à les voir ne pas atteindre cette finale. Parce que voilà, je suis tranquille. Moi, je vais, Parce que moi, moi, je vais s'ils être la clair. gagnent, ça me fait vraiment chier. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Moi, je vais être clair. En Coupe d'Europe, je soutiens aucun club français. Vous cassez pas la tête. Voilà, ni Marseille, ni Rennes, ni j'en ai Ça, c'est la strictement. base. Non, mais voilà, comme ça, on va être clair. Donc, évidemment, que chaque club français qui atteint la finale, c'est une souffrance. C'est moche. Non, alors moi, je vais te dire, Marseille, évidemment. Lyon, évidemment. Pour le reste, honnêtement, voilà, je m'en fous un peu. Honnêtement, moi, c'est vraiment Marseille et Lyon que ça m'emmerderait de voir. Déjà, Lyon, ça m'avait emmerdé quand ils avaient eu le parcours jusqu'en demi-finale, ça m'avait fait chier. Parce qu'ils avaient sorti City et tout, ça m'avait énervé au plus long point. Donc voilà. Mais non, non, moi, j'étais content de voir Marseille sortir Non, mais et après, je souhaite du fond de mon cœur qu'ils finissent troisième, c'est la, qu'ils se fassent sortir en tour préliminaire c'est la et qu'ils fassent un rivalité. parcours dégueulasse en Europa League. Voilà, monsieur. C'est la Je pense, c'est la rivalité du foot, c'est comme ça. évidemment. Ouais, mais c'est pas bien de souhaiter du mal comme ça, une équipe en demi-finale et tout. Moi, j'aurais aimé que l'OM se qualifie, franchement. Ah non, Pour qu'ils se arrête, prennent une arrête. bonne branlée en finale. Je préfère en finale, moi. Du coup, c'est la Roma qui est en Ouais. conférence League. Non, Donc le Feyenoord. ouais. Ah, c'est vrai qu'une petite branlée de Mourinho, ouais, ça aurait pu être sympa, c'est vrai. Non, mais après, je suis d'accord dans le sens où c'est trop de stress après. Toi, là, on est déstressé depuis mi-mars. On est censé faire une fin de saison peinard. Et c'est vrai que les Marseillais nous ont mis du. La saison s'est enfin arrêtée jeudi soir, quoi. Ça y est, Ça y est. Non, mais tu les vois arriver les tweets, Nico, s'ils avaient gagné la conférence Europa Ah League. bah, à jamais les Ouais, premiers. À jamais les oh, premiers. voilà, insupportable. C'est des choses que je n'ai pas envie de lire, que je n'ai pas envie de voir. Et puis les images au vieux port avec des fumigènes, avec des QSG, nous on n'est pas QSG, non, ça m'aurait anéanti. Donc cher. Et vraiment, j'espère qu'ils finiront troisième et qu'ils sortiront lors des tours préliminaires. Attention, Vraiment, parce du que, fond de mon cœur. bah, je vais te donner un peu plus de baume au cœur pour finir l'après-midi. Ils peuvent finir quatrième, attention. Mais, mais oui, mais je sais. Bah, Je sais. s'ils Non, perdent parce que toi, tu as dit contre, troisième, tu t'arrêtes à troisième, mais là, ils Là, c'est sont. parce que tu sais pourquoi troisième? Parce que je sais que les deux tours préliminaires, ils ne les passeront pas. Ça, tu vois, c'est 4 matchs, ça, c'est 4 matchs quand même, tu vois ce que je veux dire? En plein mois d'août, juste après la préparation, tu sais qu'ils n'en sont pas capables. Et moi, c'est un kiff de les voir reverser en Europa League, où il y a 1 milliard d'équipes. Et en plus, le pire, c'est qu'on est derrière. Hein. Tu vas être en Europa League, tu vas foirer, on va te reverser en conférence Europa League, tu vois. Donc non, ça serait merveilleux, ça égayerait un peu mon été en tout cas. on se marre bien avec Marseille en Ligue des Champions quand même. Vous êtes dur. Oui Hein. aussi. Oui. 3 points sur 36 possibles en deux campagnes quand même. Ça se Ouais, respecte ça. Hein. après, pareil là, on plaisante et tout, mais la fin de saison de Marseille elle est importante aussi pour l'avenir de leur coach, parce que si effectivement tu finis pas deuxième, troisième, peut-être que ça passe, mais quatrième, je sais pas si Sampaoli pourra encore rester, parce que ce sera quand même considéré comme un échec. Il y a eu beaucoup d'investissements, beaucoup de recrutements, même s'il y a eu beaucoup de prêts, mais quand même il y a eu beaucoup de mouvements à Marseille. Donc écoute, c'est vrai que la fin de saison en Ligue 1 elle est plutôt passionnante, que ce soit les descentes ou les qualifications en Europe. C'est plutôt pas mal. Je pense qu'on a fait le Je tour, rappelle que monsieur. l'année Oui, prochaine, il y a 4 descentes. L'année prochaine, oui, ça va à être. l'issue de la saison prochaine. Ouais, ça va être marrant. On va pas se foirer. Merci en tout cas, monsieur, de m'avoir accompagné ce matin. Merci Nicolas, merci Merci à Yacine. toi. Et on se retrouvera du coup lundi prochain pour débriefer le Montpellier PSG. Et puis d'ici là, voir s'il y a eu d'autres informations, que ce soit sur la gestion du club, sur le cas Mbappé, sur d'autres cas. On en reparlera. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine à tous et à bientôt. Ciao.